Elle n'a pas crié. C'est ce qui a hanté Elijah Rawlings pour le reste de sa vie. Une femme attachée à son poteau de clôture, en plein mois de juillet. Un sac en toile de jute serré sur sa tête. Ses poignets étaient liés si fort que la corde était devenue rose de sang, et elle ne faisait pas le moindre bruit. Comme si elle avait déjà décidé que le monde ne valait pas la peine qu'on lui demande de l'aide. Ali avait enterré assez de douleur pour la reconnaître chez quelqu'un d'autre. Mais quand il a coupé ce sac et a vu ce qu'il y avait en dessous, ses mains se sont immobilisées. Pas de peur, de fureur. Maintenant, avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, si vous croyez aux secondes chances, n'hésitez pas à vous abonner. Suivez ce récit jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Clara va voyager. Eli Rawlings n'avait pas touché une autre personne depuis 3 ans. Pas une poignée de main, pas une tape sur l'épaule, pas même le genre de contact accidentel qu'on a en attrapant la même boîte de conserve au magasin général. Après la mort de Marin, quelque chose en lui s'était simplement refermé, comme un puits qui s'assèche. Le trou est toujours là, mais rien ne remonte, peu importe la profondeur à laquelle vous laissez tomber le seau. Il avait 44 ans, des mains comme du vieux cuir. Hop, des yeux qui semblaient regarder à travers les gens plus qu'ils ne les regardaient. Il dirigeait un petit ranch de bétail près de Copper Bend, au Nevada. Le genre d'endroit qui garde un homme trop occupé pour penser et trop fatigué pour rêver. Et cela convenait parfaitement à Eli. Le mois de juillet de 1879 est arrivé brutalement. Le genre de chaleur qui ne se contente pas de peser sur vous. Elle s'appuie, elle presse, comme si elle essayait de vous enfoncer dans le sol. Les lits des ruisseaux se sont transformés en poussière. Le bétail se tenait immobile, la tête basse. Trop têtu pour mourir, mais trop intelligent pour bouger. Même les mouches semblaient plus lentes. Eli était parti tôt ce matin-là pour vérifier la clôture sud. L'exploitation minière de Silas Crenshaw s'était rapprochée tout l'été. Et par 2 fois, Eli avait trouvé ses poteaux renversés. Pas par le vent, pas par le bétail. Par des hommes qui voulaient lui faire savoir qu'ils en étaient incapables. Il l'a repéré à 200 mètres. Au début, il a pensé que c'était un épouvantail que quelqu'un avait planté sur sa clôture pour plaisanter. Ce ne serait pas la première fois que les hommes de Crenshaw lui laissaient un message. Mais les épouvantails ne se balancent pas. Les épouvantails n'ont pas de pied. Eli a arrêté son cheval net. Sa jument Bess a reniflé et fait un pas de côté. Les animaux savent, ou ils savent toujours avant nous. Elle se tenait debout, à peine, pieds nus sur un sol assez chaud pour faire des cloques. Sa robe était déchirée à l'ourlet, trempée de sueur et de quelque chose de plus sombre. Les poignets liés devant elle avec une corde si serrée qu'elle avait creusé des sillons dans la peau. Et sur sa tête, un sac à grains, serré au cou avec un nœud qui n'était pas censé se défaire. Eli est descendu de cheval lentement. Il n'a pas couru. Un homme qui court vers quelque chose comme ça, il l'effraie. Il avait dressé assez de chevaux sauvages pour le savoir. Madame, rien. Madame, vous m'entendez? Ses doigts ont tressailli. C'était tout. Juste une petite crispation des doigts, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose qui n'était pas là. Eli s'est approché. Ses bottes ont craqué sur la terre sèche et elle a sursauté si fort que tout son corps a basculé sur le côté. Mais elle n'est pas tombée. D'une manière ou d'une autre, elle n'est pas tombée. « Je ne vais pas vous faire de mal », a-t-il dit. Il a gardé sa voix basse, comme il parlait à Bess pendant un orage. « Je m'appelle Elijah Rawlings. C'est ma terre. Je vais vous enlever cette chose de la tête maintenant. » D'accord. Pendant un long moment, rien. Puis, si bas qu'il a failli le manquer. « S'il vous plaît. » Un seul mot, fêlé en plein milieu, comme si ça lui avait coûté tout ce qui lui restait. Ellie a tendu la main et a travaillé sur le nœud. Il était fait avec intention. Pas le genre de nœud qu'un homme fait pour fermer un sac de nourriture. Celui-ci était serré avec colère, avec préméditation. Il lui a fallu 2 bonnes minutes, ses doigts rugueux tâtonnant contre la toile de jute grossière avant que le nœud ne cède. Le sac est tombé. Des cheveux roux, emmêlés, pleins de poussière et de sang séché près de la tempe. Un visage qui aurait pu être joli autrefois. Avant que quelqu'un ne décide d'en faire une toile pour sa cruauté. Sa lèvre inférieure était fendue, son œil gauche à moitié fermé par l'enflure. La peau autour était d'une teinte maladive de violet virant au vert. Des taches de rousseur sur l'arête de son nez. Le genre qu'on ne peut pas effacer, peu importe la force avec laquelle on frappe.
Mais ses yeux, celui qui pouvait s'ouvrir complètement, étaient clairs, verts comme l'eau d'un ruisseau au printemps, et il n'était pas vide. Ouais, il n'était pas brisé. Il le regardait, le jaugeait. Il décidait s'il était un autre point ou quelque chose de différent. Ne me regardez pas, a-t-elle murmuré. Pourquoi pas? Ils ont dit que si un homme regarde trop longtemps, il est maudit. Eli n'a pas scellé. Qui vous a dit ça? Tout le monde. Il a sorti lentement son couteau de sa ceinture, le lui montrant d'abord, et il a coupé la corde à ses poignets. La peau en dessous était à vif. Une partie s'est détachée avec les fibres. Oh, j'ai été maudit bien des fois, a dit Eli. J'ai perdu une femme, un frère, une maison dans un incendie. Si vous êtes la pire chose qui m'arrive, madame, je pense que je m'en sortirai. Quelque chose a changé sur son visage. Pas un sourire, pas encore. Mais les muscles autour de sa bouche se sont détendus d'une fraction, comme une porte qui s'entr'ouvre après avoir été clouée. Vous pouvez marcher, a-t-il demandé. Je suis debout sous ce soleil depuis hier. Marcher. Oh, c'est peut-être beaucoup demandé. Il a presque ri. Presque. Au lieu de ça, il l'a aidé à monter sur Bess. Elle ne pesait rien, comme soulever un fagot de brindilles sèches enveloppées dans du coton. Comment vous appelez-vous? A-t-il demandé, marchant à côté, une main sur les rênes. Elle n'a pas répondu tout de suite, comme si elle devait se souvenir, comme si personne ne lui avait posé la question depuis si longtemps. La question n'avait plus de sens. Clara, a-t-elle dit finalement. Clara Whitmore. Très bien, Clara Whitmore. Sautons-vous de ce soleil. Le trajet de retour a duré 20 minutes. Clara n'a pas parlé. Eli n'a pas insisté. Il avait appris il y a longtemps que le silence n'est pas quelque chose qu'il faut réparer. Parfois, c'est le seul endroit sûr qu'il reste à une personne. De retour à la cabane, il l'a aidé à descendre. Il l'a installé sur la chaise près du poêle froid. Il a versé de l'eau de la cruche dans une tasse en fer blanc. Elle l'a prise à deux mains, et qu'à tremblante, et a bu par petites gorgées. Prudemment, comme quelqu'un qui a appris que boire trop vite rend malade quand on est resté trop longtemps sans rien. Eli a allumé un feu, même si on était en juillet. Certaines choses ont besoin d'une chaleur qui n'a rien à voir avec la température. Il a fait bouillir 2 pommes de terre, coupées du jerky. Il a posé l'assiette devant elle sans cérémonie. Elle a mangé lentement, les yeux baissés, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la lui arrache. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? » a-t-il demandé. 3 jours, peut-être 4. J'ai perdu le compte après la 2e nuit. Qui vous a fait ça? Clara a posé la tasse. Sa main tremblait encore, mais sa voix est devenue ferme. Un homme nommé Silas Crenshaw. La mâchoire d'Eli s'est crispée. Il connaissait ce nom. Tout le monde à Copper Bend connaissait ce nom. Il possédait la mine Silver Lady. La moitié de la ville lui devait de l'argent. L'autre moitié lui devait des faveurs. Ouch. Et cela se faisait rembourser les deux, avec intérêt. Pourquoi? A demandé Eli. Clara l'a regardé, puis l'a vraiment regardé, comme si elle prenait une décision. Mon père était un médecin itinérant, un herboriste. Nous sommes passés par Copper Bend au printemps dernier. Il soignait les mineurs pour la toux, celle qui vient de la poussière d'argent qu'on respire toute la journée. Crenshaw l'a engagée pour travailler à la mine. Elle a fait une pause, a pris une autre gorgée d'eau. Il y a 3 semaines plus tard, un tunnel s'est effondré, tuant 4 hommes. Mon père était à l'intérieur, soignant le bras cassé d'un ouvrier. Il n'en est pas sorti. Je suis désolé, a dit Eli, et il le pensait. Pas le désolé vide que les gens lancent comme de la petite monnaie. Le vrai. Après ça, Crenshaw a dit que les remèdes de mon père avaient causé l'effondrement. Il a dit qu'il avait affaibli les supports avec une sorte de malédiction à base de plantes. Ah, que je portais la même malédiction dans mon sang. Elle a ri, mais il n'y avait aucune gaieté dans son rire. C'est plus facile de blâmer la fille d'un mort que d'admettre que vos galeries de mines ne sont pas correctement renforcées. Alors il vous a prise. Il a dit que mon père avait une dette. Il a dit que j'étais le paiement. Il m'a mise au travail dans sa maison, à nettoyer, cuisiner, laver. Quand j'ai essayé de partir la première fois, il a demandé à 2 de ses hommes de me ramener. La 2e fois, ils ont mis le sac. Sa voix ne s'est pas brisée. C'est ça qui a touché Eli. Elle racontait ça platement, comme si elle lisait une liste, comme si elle avait dépassé les larmes et était arrivée de l'autre côté, dans quelque chose de plus dur. Le sac était censé être une leçon.
Elle a dit qu'il me faisait une traversée la ville avec. Ils disaient aux gens que j'étais maudite, que me regarder portait malheur. Au bout d'un moment, les gens l'ont cru. Même les femmes qui achetaient les remesses de mon père. Elles traversaient la rue quand elles me voyaient arriver. Et hier, Crenshaw a perdu un nouveau tunnel, un autre effondrement. 2 hommes blessés. Il a décidé que j'en étais la raison. Il a demandé à Grant Teller, c'est son contremaître, de m'attacher et de me jeter hors de la ville. Il a dit que le désert pouvait m'avoir. Eli s'est levé, s'est approché de la fenêtre. Il a regardé le vide pendant un long moment. Vous savez ce que je pense des malédictions? A-t-il dit, le dos toujours tourné? Quoi? Je pense que c'est le nom que les lâches donnent aux choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. C'est plus facile de mettre un sac sur la tête d'une femme que d'admettre qu'on creuse mal une mine. Clara est restée silencieuse. Alors vous ne me connaissez pas, Monsieur Rawlings? Vous ne savez pas ce qui me suit. Je sais ce que je vois, a dit Eli en se retournant. Ou je vois une femme qui est restée au soleil pendant 1 jour et demi avec un sac sur la tête et qui n'est pas tombée. Quoi que ce soit qui vous suive, ce n'est pas plus fort que ça. Elle a détourné le regard, mais n'a pas argumenté. Cette nuit-là, Eli a donné le lit à Clara et a pris le sol près du poêle. Elle a protesté, mais pas avec force. Elle était trop fatiguée pour se battre contre la gentillesse. Il est resté éveillé, écoutant les bruits de la nuit. Les coyotes, le vent, et le tic-tac du poêle qui refroidissait. Et il essayait de comprendre ce qu'il était en train de faire. Accueillir une femme réclamée par Silas Crenshaw, c'était comme piquer un serpent à sonnette avec un bâton court. Crenshaw ne pardonnait pas, n'oubliait pas, et il ne lâchait certainement pas ce qu'il considérait comme sien. Mais Eli continuait de voir ses marques de corde. Il continuait d'entendre ce seul mot, « s'il vous plaît ». Fêlé comme du bois sec. Et il savait, comme un homme sait quand le temps va changer, qu'il ne pouvait pas la renvoyer et continuer à se regarder dans le miroir le matin. À l'aube, Ellie a trouvé Clara déjà levée. Elle s'était lavé le visage, avait attaché ses cheveux avec une bande de tissu. Elle se tenait près du poêle, essayant de comprendre sa cafetière. « Laissez-la sur la gauche », a-t-il dit depuis l'embrasure de la porte. Elle a sursauté, puis s'est reprise. Je préparais le café de mon père tous les matins. Boss, sa cafetière était différente. Tout est différent quelque part. Elle a fait le café, fort en plus, meilleur que la boue habituelle d'Élie. Il ne l'a pas dit, mais elle l'a vu sur son visage quand il a pris la première gorgée. « Je devrais partir », a-t-elle dit, assise en face de lui à la petite table, avant qu'il ne vienne me chercher. « Où iriez-vous? » « Je ne sais pas. Vers l'ouest. La Californie, peut-être. C'est 300 miles de désert en juillet. Vous seriez morte en 2 jours. Mieux que d'être ramené de force, Ellie a posé sa tasse. Personne ne vous ramènera de force. Pas depuis ma terre. Monsieur Rawlings, Eli. Elle l'a dit prudemment, comme pour tester le poids du nom. Vous ne comprenez pas. Crenshaw possède cette ville, le shérif, le juge, le magasin général, tout. S'il découvre que vous m'avez ici, il ne viendra pas seulement pour moi, il viendra pour tout ce que vous avez. Je n'ai pas grand-chose. 50 têtes de bétail, un cheval boiteux et un toit qui fuit quand le vent souffle de l'est. Si Crenshaw veut se battre pour ça, il est le bienvenu. Clara a secoué la tête. Vous êtes têtu. C'est ce que Marin disait. Qui est-ce, Marin? Une pause. Eli a baissé les yeux sur ses mains enroulées autour de la tasse. Ma femme. Elle est décédée il y a 3 ans. La fièvre qui a sévi en 76. Je suis désolé. Ouais. Il s'est levé, a mis sa tasse dans la bassine. Moi aussi. Il s'est dirigé vers la porte. Puis s'est arrêté. Il y a des vêtements dans le coffre près du mur. Ceux de Marin. Ils sont là depuis 3 ans et je n'arrive pas à me résoudre à les jeter. Ils pourraient vous aller à peu près. Et qu'il y a des bottes près de la porte de derrière. Il est sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse, elles ont juste besoin d'être dites. À midi, la première rumeur avait déjà atteint Copper Bend. Un transporteur nommé Harlan Dodd avait vu Eli arriver avec une femme russe sur sa selle. Le temps qu'Harlan atteigne le saloon Silver Dollar, l'histoire avait déjà pris de l'ampleur. Eli Rawlings avait trouvé une femme dans le désert, à l'allure sauvage, russe. Certains disaient que c'était la fille maudite de chez Crenshaw. D'autres disaient que c'était une vagabonde. La vieille Billy Martha derrière le bar a dit que c'était probablement un fantôme et qu'ils devraient tous s'occuper de leurs affaires. Personne ne s'est occupé de ses affaires. À 2 heures,
L'histoire s'est parvenue à Tom Birch. Le vieux Tom avait 67 ans. Forgeron à la retraite, il vivait sur la parcelle au nord de celle d'Eli. Il connaissait Eli depuis que le garçon ferait son premier cheval. Il lui faisait confiance autant qu'un homme peut faire confiance à un autre ici, c'est-à-dire passe avec sa vie, mais pas avec son meilleur cheval. Tom est passé en fin d'après-midi. Il a trouvé Eli en train de réparer la clôture sud, là même où il avait trouvé Clara ce matin-là. J'ai entendu dire que tu avais de la compagnie, a dit Tom, sans prendre la peine de descendre de cheval. Des mots. Les mots de vol quand il y a des cheveux roux dans une histoire. Tom s'est appuyé sur le pommeau de sa selle. C'est la fille de chez Crenshaw. Eli a enfoncé un poteau dans le sol dur. Elle a un nom. Clara Whitmore. Je sais ce que j'ai entendu. Eli Crenshaw a dit aux gens qu'elle est maudite, qu'elle porte malheur, que son père a provoqué l'effondrement de la mine avec une sorte de sorcellerie à base de plantes. Et tu crois ça? Tom est resté silencieux un moment. Je crois qu'un homme qui possède une mine d'argent et la moitié d'une ville peut faire croire à peu près n'importe quoi aux gens. Eli a arrêté de marteler, a levé les yeux vers son vieil ami. Elle était attachée à ma clôture, Tom. Un sac sur la tête, une corde si serrée qu'elle saignait. Laissez-la pour mourir sous la chaleur de juillet. Dis-moi qui est la malédiction ici. Tom a enlevé son chapeau, s'est essuyé le front. Je ne discute pas avec toi, Fiston. Je te préviens. Crenshaw a envoyé Grant Teller et 2 garçons la chercher ce matin. Quand ils ne trouveront pas de corps dans le désert, ils commenceront à regarder les ranchs. Et le tien est le plus proche. Qu'il regarde, Eli. J'ai dit qu'il regarde. Sa voix n'a pas monté. Elle a baissé. Et Tom connaissait assez bien Eli pour savoir que lorsque sa voix baissait, la conversation était terminée. Tom a remis son chapeau. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où je suis. Je sais. Tom a fait demi-tour avec son cheval, puis a fait une pause. La fille, elle va bien? Eli a regardé vers la cabane. À travers la fenêtre, il pouvait voir Clara bouger à l'intérieur. Elle avait mis la vieille robe bleue de marin. De cette distance, l'espace d'un battement de cœur, c'était comme voir un fantôme. Elle ira bien, a dit Eli. Ils sont venus au coucher du soleil. 2 cavaliers du même genre qu'Eli en avait vu 100 fois. Le type qui travaille pour des hommes avec de l'argent et sans conscience. Ils ne sont pas venus vite. Ils sont venus lentement, délibérément. Comme s'ils voulaient être vus, voulaient être craints. Eli était sur le poche, nettoyant son fusil de chasse. Pas parce qu'il avait besoin d'être nettoyé. Parce qu'un homme qui nettoie un fusil sur son poche envoie un message qui n'a pas besoin de mots. Clara était à l'intérieur. Il lui avait dit de ne pas bouger. Elle n'avait pas discuté. Le plus grand, mâchoire carrée, une cicatrice sur l'arête du nez, s'est arrêté à la barrière. Il n'est pas descendu de cheval. « Bonsoir, a dit l'homme. « En effet, a répondu Eli. Je m'appelle Polk. Lui, c'est Driscoll. Nous travaillons pour M. Crenshaw. Je sais pour qui vous travaillez. » Polk a souri. Un sourire fin comme une fissure dans la boue sèche. « Alors vous savez probablement pourquoi nous sommes ici. Nous cherchons une fille rousse qui pourrait être en mauvais état. Monsieur Crenshaw s'inquiète pour son bien-être. Eli a gardé les yeux sur le fusil. Il a gardé ses mains en mouvement, lentes et régulières. Vraiment, il s'inquiète. C'est une âme troublée, sous la garde de Monsieur Crenshaw depuis la mort de son père. Il craint qu'elle ne se fasse du mal. Homme attentionné, ce Crenshaw. Driscoll, le plus petit, a bougé sur sa selle. Vous l'avez vu ou pas, Rawlings? Je vois beaucoup de choses ici. Des coyotes, des serpents à sonnette, 2 hommes qui posent des questions sur ma propriété au coucher du soleil. Je n'ai pas vu ce que vous cherchez. Polk a penché la tête. Il a étudié Eli comme un homme étudie une serrure qu'il pense crocheter. Ça vous dérange si on jette un œil? Oui, a dit Elisha. Ça me dérange. Les 2 hommes ont échangé un regard. La main de Driscoll a glissé vers sa hanche, l'air de rien. Eli a posé le fusil sur ses genoux. Il ne l'a pas visé. Pas besoin. Messieurs, j'ai eu une longue journée. Mes clôtures sont cassées, mes ruisseaux sont à sec, et ma patience n'est plus ce qu'elle était. Vous pouvez retourner voir M. Crenshaw et lui dire que je lui passe le bonjour. Mais si vous pensez descendre de ses chevaux et mettre un pied sur ma terre sans invitation, je vous le déconseille fortement. Polk a soutenu son regard pendant 5 longues secondes, puis il a touché son chapeau. On se reverra, Rawlings. Je pense bien que oui. Ils ont fait demi-tour et sont repartis par où ils étaient venus.
Lentement, sans se presser, des hommes qui savaient qu'ils reviendraient, Eli a attendu qu'ils soient hors de vue. Puis il laisse rentrer. Clara se tenait près de la fenêtre. Elle avait tout vu. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient secs. Ils vont le dire à Crenshaw, a-t-elle dit. Je sais. Il en enverra plus la prochaine fois. Je le sais aussi. Pourquoi faites-vous ça? Sa voix s'est brisée, mais pas de faiblesse, de confusion, comme si la gentillesse était une langue qu'elle avait oubliée. Vous ne me devez rien. Ellie a posé le fusil près de la porte, s'est dirigé vers le poêle, a mis la bouilloire à chauffer. Il a pris son temps, car certaines réponses ont besoin d'un moment pour prendre forme. Il y a 3 ans, a-t-il dit, le dos tourné, quand Marin était mourante, je suis resté assis près de ce lit pendant 11 jours. Je l'ai vu partir en morceaux. Je ne pouvais rien faire. Et quand ça a été fini, je me suis dit que je ne me sentirais plus jamais impuissant. Il s'est retourné. Je vous ai trouvé attaché à ma clôture avec un sac sur la tête, laissé pour morte. Si je vous mets dehors, je ne suis qu'un homme de plus qui a regardé ailleurs. Et j'ai déjà épuisé ma réserve de ça pour toute une vie. Clara n'a pas parlé. Elle est juste restée là, des larmes coulant sur son visage. Les premières qu'elle laissait couler depuis qu'il l'avait trouvée. Pas des sanglots, pas un effondrement, juste une libération, comme la pluie après une sécheresse qui a duré trop longtemps. Eli ne s'est pas approché d'elle. Il n'a pas essayé de la réconforter par le toucher. Certaines douleurs, il faut juste les laisser sortir à leur propre rythme. Il y a encore du ragoût dans la marmite, a-t-il dit, et la porte a un verrou. Et vous êtes en sécurité cette nuit. Il a pris sa couverture, est sorti sur le porche et s'est assis sur la chaise avec le fusil sur ses genoux. Les étoiles étaient denses et cruelles, comme elles le sont au Nevada en juillet, quand il n'y a pas un nuage pour les adoucir. Quelque part là-bas, Silas Crenshaw apprenait que sa propriété n'était pas morte dans le désert comme elle était censée le faire. Et Eli savait, comme il connaissait la pluie, comme il connaissait les ennuis, comme il connaissait le deuil, que ce qui allait arriver serait pire que tout ce que la chaleur de l'été pouvait lui infliger. Mais il avait fait son choix, et Elijah Rawlings, quoi qu'il soit d'autre, n'était pas le genre d'homme à revenir sur ses décisions. À l'intérieur de la cabane, Clara Whitmore a fait glisser le verrou de la porte. C'était la première fois en plus d'1 an qu'elle fermait une porte à clé de l'intérieur. La première fois depuis plus longtemps encore qu'elle dormait sans rêver du sac. Et dehors, le désert retenait son souffle. 3 jours passèrent et Crenshaw ne vint pas. C'était pire. Eli connaissait les hommes comme Silas Crenshaw comme il connaissait la sécheresse. Elle ne s'annonce pas avec le tonnerre. Elle apparaît juste un matin, quand le ruisseau a disparu et que le sol se fissure comme une vieille peau. L'attente était larme. Crenshaw voulait que Eli surveille l'horizon toutes les 5 minutes. Il voulait qu'il sursaute au moindre bruit de sabot. Il voulait qu'il renvoie Clara de lui-même, juste pour que la pression cesse. Eli ne sursauta pas. Il répara la clôture, la fuite dans le toit de la grange, ferra de nouveau baisse. Et chaque matin, il trouvait Clara déjà levée, le café prêt. Elle portait déjà la vieille robe bleue de marin, qui lui allait comme si elle avait attendu que quelqu'un la remplisse à nouveau. Elle ne demanda pas à rester. Elle resta, tout simplement. Et Eli ne lui demanda pas de partir. Et c'était une sorte de langage en soi. Le 4e matin, Clara était près du peuplier derrière la cabane, creusant la terre avec une cuillère de cuisine. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Eli, arrivant avec un seau d'eau du puits. « Je plante. » Elle brandit une poignée de graines qu'elle avait cueillies sur la sauge sauvage qui poussait le long de la clôture. « Mon père m'a appris quelles plantes guérissent et lesquelles suent. La plupart des gens ne connaissent pas la différence. C'est en partie pour ça qu'ils le traitaient de sorcier, qu'elle est l'autre moitié. Il avait raison plus souvent que le médecin de la ville. Les gens ne pardonnent pas ça. Eli posa le seau. Tu connais la médecine. Je connais les plantes. Je connais les fièvres. Je sais comment arrêter une hémorragie, réduire une enflure et préparer une tisane qui soulage un mal de dents mieux que le whisky. Elle fit une pause. Je sais aussi quelle racine peut terrasser un homme adulte en 10 minutes si on la mélange mal. Mon père s'est assuré que je le sache aussi. Il disait qu'une femme seule dans l'Ouest doit savoir comment guérir et comment se protéger. Homme intelligent, homme mort, Clara recouvrit les graines de terre avec ses mains nues. L'intelligence ne l'a pas sauvé. Eli la regarda travailler. Ses mains bougeaient avec détermination, pressant,
tassant, lissant le sol, comme si elle bordait quelque chose dans un lit. Il y avait du soin là-dedans, le genre de soin qui vient d'une personne à qui on a tout pris et qui trouve encore quelque chose qui vaille la peine d'être entretenu. Ellie, oui. Merci de ne pas m'avoir demandé de mériter ça. Il fronça les sourcils. Mériter quoi? Le toit, la nourriture, le lit. Elle ne leva pas les yeux. Crenshaw me faisait mériter chaque bouchée, chaque couverture, chaque heure sans le sac. Tout avait un prix. Les mains d'Ellie se resserrèrent sur l'anse du seau. Il n'y a pas de prix ici, Clara. Pas pour être une personne sous un toit. Elle hocha la tête, ne dit rien d'autre. Mais ses épaules s'affaissèrent d'un pouce, comme si elle avait porté quelque chose d'invisible et venait d'en poser une partie. Cet après-midi-là, Tom Birch revint, mais cette fois, il n'était pas seul. Il apportait des nouvelles qui frappèrent comme un coup de sabot de mule. Crenshaw a coupé l'eau, dit Tom, debout dans l'embrasure de la porte d'Eli, son chapeau à la main. Il a barré Miller Creek en amont de la mine. Il dit que c'est pour la nouvelle opération de lavage. Mais, Eli, ce ruisseau alimente ton pâturage nord. Il alimente aussi ma propriété. Sans lui, notre bétail ne tiendra pas 2 semaines avec cette chaleur. Eli s'appuya contre le cadre de la porte. Ce n'est pas l'eau qu'il vise. Non, acquiesça Tom. Il veut que tu abandonnes la fille. Elle s'appelle Clara. Je connais son nom. Toute la ville connaît son nom maintenant. Et la moitié d'entre eux disent que tu as perdu la tête. Tom baissa la voix. Eli, Herschel du magasin général m'a dit ce matin qu'il ne peut plus te vendre de marchandises. Il a dit que Crenshaw est menacé de réclamer sa dette s'il faisait affaire avec toi. Pareil pour le fournisseur de fourrage. Pareil pour le transporteur. Alors Crenshaw, ma femme, il essaie. Tom regarda par-dessus l'épaule d'Eli, dans la cabane où Clara était assise à la table, écoutant. Mademoiselle Whitmore, sans vouloir vous manquer de respect, mais je dois vous demander, y a-t-il un autre endroit où vous pourriez aller? De la famille, des amis, n'importe où qui ne soit pas ici? Clara se leva, s'approcha de la porte. Elle portait la robe de marin. Ses cheveux roux étaient tirés en arrière. Le bleu autour de son œil passait du violet au jaune. Elle regarda Tom Birch droit dans les yeux. Monsieur Birch, j'avais un père. Il est mort. J'avais une maison. Elle a brûlé. J'avais une place dans la maison de Crenshaw, mais elle venait avec un sac sur la tête et une corde au poignet. Alors non, monsieur, je n'ai nulle part où aller. Mais si ma présence met Eli en danger, je marcherai dans ce désert aujourd'hui et je tenterai ma chance. Tom la regarda longuement. Puis il regarda Eli. Eh bien, dit Tom, je suppose que je ferais mieux de trouver un moyen d'amener de l'eau à mon bétail depuis le sud. Puis il remit son chapeau. Parce que je ne vais pas rester là à regarder une femme se faire chasser de la terre de mon voisin parce qu'un tyran de mine d'argent pense qu'il possède les gens. Clara cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ça. Monsieur Birch. Tom. Et ne me remerciez pas encore. Crenshaw ne fait que commencer. Il fit un signe de tête à Eli. J'amènerai mon chariot demain. Bon, on transportera de l'eau depuis Jessup Springs. C'est un long trajet, mais ça gardera le bétail en vie. Après le départ de Tom, Clara se tourna vers Eli. Il n'était pas obligé de faire ça. Non, il n'était pas obligé. Pourquoi l'a-t-il fait? Eli prit son chapeau. Parce que certaines personnes ici se souviennent encore de ce que signifie être décent. On n'en fait juste pas la publicité. Le lendemain matin, Eli attela le chariot et se rendit seul à Copper Bend. Clara voulait venir. Il dit non. Si les hommes de Crenshaw te voient en ville, ça leur donnera une raison. Il dit, pour l'instant, ils n'ont que des soupçons. Gardons les choses ainsi. Tu es un très mauvais menteur, Ellie. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit à Polk que je ne t'avais pas vu au lieu d'inventer une histoire. Il sourit presque. Reste à l'intérieur. Verrouille la porte. Je serai de retour avant midi. Copper Bend était le genre de ville qui semblait avoir été construite à la hâte par des hommes qui ne comptaient pas rester. Une rue principale, des trottoirs en bois, un saloon, une église qui servait aussi de palais de justice, et le magasin général de Herschel Potts, assis en plein milieu comme un gros homme sur une chaise étroite. Eli attacha Bess à l'extérieur et entra. La cloche au-dessus de la porte tinta. Herschel était derrière le comptoir, transpirant à travers sa chemise, où elle le visage rouge comme une tomate pelée. Ellie, Herschel le dit comme un homme dit un mot qu'il redoutait. Herschel, j'ai besoin de sel, de farine et de cartouches. Les yeux de Herschel se tournèrent vers la fenêtre, puis revinrent.
Eli, je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Crenshaw détient ma dette. Si je manque un paiement, il prend le magasin. J'ai une femme. J'ai 2 enfants. Eli posa ses mains à plat sur le comptoir. Je t'achète des provisions depuis 12 ans, Herschel. 12 ans. Argent comptant. Jamais en retard. Et tu vas me renvoyer parce que Silas Crenshaw a claqué des doigts. Le menton de Herschel trembla. Je suis désolé, Eli. Vraiment. Mais tu ne sais pas comment il est quand il... Je sais exactement comment il est. C'est ça le problème. Tout le monde le sait et personne ne fait rien. Une voix derrière lui. Peut-être parce que faire quelque chose peut vous faire tuer. Eli se retourna. Le shérif adjoint Henry Folsey était appuyé contre le tonneau de cornichons près de la porte, mâchonnant un cure-dent, grand, mince, l'insigne sur sa poitrine captant un rayon de lumière de la fenêtre. « Shérif, dit Eli. Rawlings, Folsey se détacha du tonneau. J'ai entendu des choses intéressantes. Quelque chose à propos d'une fille, rousse, trouvée sur ta propriété. On entend beaucoup de choses dans un saloon. J'entends beaucoup de choses partout. C'est mon travail. » Folsey s'approcha. « Oh, Crenshaw a déposé un rapport ce matin. Il dit qu'une jeune femme sous sa garde a disparu. Il dit qu'elle est instable, dangereuse, qu'elle pourrait se blesser ou blesser les autres. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a déposé, officiellement, auprès du comté. » Folsey retira le cure-dent de sa bouche. « Maintenant, je connais Silas Crenshaw depuis 6 ans et je te connais depuis 10. Alors, je vais te poser une question et j'apprécierais une réponse franche. Vas-y. Est-elle sur ton ranch? » Ellie n'hésita pas. « Ouais. Est-elle là de son plein gré? » Demande-lui toi-même. J'ai l'intention de le faire. Folsey remit le cure-dent en place. Demain matin, et elle, quoi qu'il arrive, ne fait rien de stupide d'ici là. Défini stupide. Tirer sur un des hommes de Crenshaw serait un bon début. Je ferai de mon mieux. Eli quitta le magasin sans ses provisions. Il traversa la rue pour aller au saloon, pas pour boire un verre, mais parce qu'il savait où se trouvait l'information dans une ville comme celle-ci. Et ce n'était pas à l'église. Le Silver Dollar était à moitié plein. Des joueurs de cartes, des vagabonds, quelques mineurs encore noirs de poussière. Et dans un coin, sirotant une bière comme si elle lui devait de l'argent, se trouvait le Doc Jessup. Pas un vrai médecin, juste un ivrogne qui avait été chirurgien de l'armée 20 ans plus tôt, avant que le whisky ne lui prenne tout sauf ses mains. Doc Eli. Jessup plissa les yeux vers lui. « Tu as l'air d'un homme qui va me demander une faveur. J'ai besoin de provisions, des fournitures médicales, des bandages, de l'acide carbolique, tout ce que tu as. Pour la fille. Pour qui en a besoin? » Jessup l'étudia, puis attrapa sous la table un sac en cuir usé. « Prends-le. Je ne l'ai pas utilisé depuis 1 an. Mes mains tremblent trop. » Il leva ses doigts. Ils tremblaient comme des feuilles au vent. « Tout ce qu'il y a dedans est encore bon cependant. Ta fille, où elle sait s'en servir, elle en sait plus que tu ne le penses. La plupart des femmes en savent plus. C'est ce qui effraie les hommes comme Crenshaw. » Jessup prit une longue gorgée. « Fais attention à toi, Eli. Crenshaw a envoyé un télégramme à Sacramento hier. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais il a payé pour qu'il parte en priorité. » Eli prit le sac. « Merci, Doc. Ne me remercie pas. Fais juste en sorte de ne pas te faire tuer. Tu es l'un des seuls hommes de cette ville avec qui je peux encore supporter de parler. » Eli rentra au galop. Il trouva Clara exactement là où il l'avait laissée. À l'intérieur, la porte verrouillée. Mais elle avait été occupée. Elle avait disposé des herbes séchées le long du rebord de la fenêtre, triées par type. La cabane sentait différemment. Une odeur âcre, propre, comme un mélange de médicaments et de sauge. « Tu as travaillé, dit-il en posant le sac médical sur la table. Clara l'ouvrit et quelque chose changea sur son visage. Elle toucha chaque instrument, chaque flacon, chaque rouleau de bandage comme si elle saluait de vieux amis. « Où as-tu eu ça? »« Doc Jessup, le chirurgien de l'armée. Tu le connais. Mon père le connaissait. Il disait que c'était le meilleur chirurgien de campagne à l'ouest du Mississippi avant que la boisson ne l'emporte. » Clara sortit un petit flacon en verre, le tint à la lumière. Laudanum, encore scellé, acide carbolique, fil de suture. Elle leva les yeux vers Eli avec quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la détermination. « Eli, je peux travailler avec ça.
J'espérais que tu dirais ça. Pourquoi? Parce que Crenshaw vient de nous couper les vivres. Aucun magasin en ville ne me vendra quoi que ce soit. Mais une femme qui peut guérir, ça vaut plus que tout ce que Herschel a sur ses étagères. Ce soir-là, Tom Birch revint. Cette fois, il portait un enfant. La petite fille avait peut-être 7 ans, le visage rouge, le corps mou comme une poupée de chiffon. Le visage buriné de Tom était crispé par la peur. C'est Annie, dit Tom, la voix à vif. Ma petite fille, elle est chez moi depuis que sa mère est tombée malade à Reno. La fièvre l'a prise cet après-midi. Je n'arrive pas à la faire baisser. Doc Jessup est trop ivre pour tenir debout et le médecin de la ville ne veut pas venir chez moi. Crenshaw lui a dit de ne pas le faire. Faites-la entrer, dit Eli. Tom porta Annie à l'intérieur et la déposa sur le lit. Clara était déjà là, ses mains s'activant avant même que Tom ait fini de parler. Elle posa le dos de sa main sur le front de la fillette, le retira. Elle vérifia ses paupières, son pouls au poignet. « Depuis combien de temps a-t-elle la fièvre ?» demanda Clara. « Depuis ce matin. Je pensais que c'était juste la chaleur. Mais elle a commencé à dire des bêtises il y a 1 heure, à voir des choses qui n'existent pas. » Clara se tourna vers Eli. « Bon, j'ai besoin d'eau froide, autant que tu peux en avoir. Et ce sac, apporte-moi le sac. » Eli s'exécuta, sans poser de questions, sans hésiter. Il apporta l'eau, il apporta le sac. Clara l'ouvrit et en sortit de l'écorce de saule séchée, de l'achillée millefeuille et le petit flacon d'acide carbolique. « Tiens sa tête droite, » dit Clara à Tom doucement, comme si tu berçais un œuf. Les grandes mains de forgeron de Tom, des mains qui avaient plié le fer et façonné des fers à cheval pendant 40 ans, tinrent la tête de sa petite fille comme si elle était en verre. Clara prépara une tisane. Des mains rapides, précises, aussi stables que celles d'un chirurgien. Elle la refroidit avec de l'eau de puits, testa la température sur son poignet, puis la fit boire à Annie par petites gorgées. « Avale, ma chérie, » murmura Clara. « Je sais que ça a un goût de terre, mais c'est de la bonne terre. » Annie toussa, crachota, mais elle avala. Pendant les 3 heures qui suivirent, Clara ne s'arrêta pas. Elle appliqua des compresses froides, les changeant toutes les 10 minutes. Elle prépara une deuxième tisane quand la première ne fit pas baisser la fièvre assez vite. Elle mélangea un cataplasme d'achillée et de quelque chose qu'Eli ne put identifier, le pressa sur la poitrine de la fillette et l'enveloppa de bandes de tissu propre. Eli regardait, Tom aussi. Aucun des 2 hommes ne parla. Il tendait à Clara ce dont elle avait besoin quand elle le demandait et s'écartait de son chemin quand elle ne le demandait pas. À 10 heures, la fièvre d'Annie tomba. Elle ne tomba pas lentement. Elle tomba comme un barrage qui cède. Un instant, la fillette brûlait. L'instant d'après, elle était trempée de sueur, clignant des yeux vers le plafond, l'air confuse mais vivante, les yeux clairs et vivantes. « Grand-père, » murmura Annie. Tom Birch, un homme qui avait combattu dans 2 guerres de territoire et n'avait jamais versé une larme, mit son visage dans ses mains et pleura. Clara s'adossa au mur, épuisée, les mains tremblantes maintenant que le travail était terminé. Eli lui tendit une tasse d'eau et elle la prit sans un mot. Tom s'essuya le visage, regarda Clara avec des yeux qui avaient complètement changé par rapport à l'homme qui était venu 3 jours plus tôt, lui demandant si elle avait un autre endroit où aller. « Mademoiselle Whitmore, » dit-elle, la voix rauque comme du gravier, « je vous dois la vie de ma petite fille. »« Vous ne me devez rien, Monsieur Birch, Tom, et je vous dois tout. » Il se leva, serra Annie contre sa poitrine. La fillette s'était déjà endormie. Un vrai sommeil, celui qui guérit. Quand cette ville saura ce que vous avez fait ce soir, et ils le sauront parce que je vais m'en assurer, l'histoire de malédiction de Crenshaw va s'effondrer comme du papier mouillé. Clara secoua la tête. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Peut-être, mais ils croient aussi ce qu'ils voient. Et ce que j'ai vu ce soir, c'est une femme sauvant la vie d'un enfant, avec ses mains nues et un sac d'herbe. Tom regarda Eli. Je me suis trompé sur elle. Je me suis trompé et je suis assez homme pour le dire. Après le départ de Tom, portant Annie dans l'obscurité jusqu'à sa maison, la cabane devint silencieuse. Le genre de silence qui suit un événement important, oui, quand le monde a besoin d'1 minute pour rattraper son retard. Clara était toujours assise contre le mur. Eli était sur la chaise en face d'elle. La lampe entre eux projetait de longues ombres. « Tu as sauvé cette fille, » dit Eli. « J'ai fait ce que mon père m'a appris.
C'est plus que ça, et tu le sais. Clara regarda ses mains. Elles tremblaient encore. Quand j'étais dans la maison de Crenshaw, il ne me laissait pas toucher aux médicaments. Il disait que j'empoisonnerais quelqu'un. Il me faisait laver les sols et transporter de l'eau. Il me tenait à l'écart de toute personne malade, comme si mes mains étaient des armes. Elle fléchit les doigts. Ce soir, c'est la première fois en plus d'un an que j'ai pu les utiliser pour ce à quoi elles sont destinées. Ce sont de bonnes mains, Clara. Elle leva les yeux vers lui, des yeux verts, stables, scrutateurs. Eli, quand Marin est tombé malade, y avait-il un médecin? Il secoua la tête. Le plus proche était à Carson City, à 2 jours de route. Le temps qu'il arrive, elle était déjà partie. Quels étaient ses symptômes? Fièvre, tout. Elle ne gardait pas l'eau. C'est allé vite à la fin. Clara resta silencieuse un moment, puis dit doucement. La typhoïde due à de l'eau contaminée, très probablement. De l'écorce de sol et des liquides propres auraient pu lui donner une chance si quelqu'un avait été là à temps. La gorge d'Eli se serra. Pas de la colère, quelque chose de plus vif. La douleur spécifique d'apprendre qu'une mort que vous portez depuis 3 ans aurait pu être évitée par le type même de connaissance assise en face de vous en ce moment. Je suis désolé, dit Clara rapidement. Je n'aurais pas dû dire ça. Non, la voix d'Eli était épaisse. Non, tu aurais dû, parce que c'est exactement pour ça que ce que Crenshaw t'a fait est impardonnable. Il ne t'a pas seulement fait du mal, Clara. Il a retiré une guérisseuse du monde. Chaque personne qui est tombée malade dans cette ville pendant que tu lavais ses sols, c'est de sa faute. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle avait versé ses larmes la nuit précédente, et celles-ci, elle les retenait. Les stockait quelque part au fond d'elle, comme du carburant pour un feu qu'elle n'avait pas encore allumé. Va dormir, dit Eli en se levant. Demain sera une longue journée. Pourquoi? Parce que le shérif Folsey vient demain matin. Il va te poser des questions et tu vas lui dire la vérité. Toute la vérité. Et si Crenshaw a le shérif dans sa poche, Folsey n'est pas la loi locale. Il est fédéral. L'argent de Crenshaw a de l'influence, mais pas à ce point. Eli fit une pause à la porte. Du moins, je parie que non. C'est un gros pari. J'en ai fait de pire. Clara enroula la couverture autour de ses épaules. Ellie, oui. Cette chose que tu as dite hier sur le fait de ne pas être le genre d'homme qui regarde ailleurs. Je veux que tu saches quelque chose. Elle soutint son regard. Moi non plus. Quoi qu'il arrive, je ne fuirai pas. Plus jamais. Eli hocha la tête une fois, prit le fusil et sortit sur le porche. La nuit était chaude et calme. Pas un souffle de vent. Le genre de nuit où les sons portent à des kilomètres. L'appel d'un coyote, un cheval qui bouge dans le corral, le grincement d'une selle quelque part dans l'obscurité. Ça pourrait n'être rien, ou ça pourrait être tout. Eli s'assit sur sa chaise, ou le fusil sur ses genoux, les yeux fixés sur la route du sud. Quelque part à Copper Bend, Silas Crenshaw apprenait que la petite fille de Tom Birch avait été sauvée par la fée maudite. Et Eli savait, comme on connaît une tempête au goût de l'air, que Crenshaw n'allait pas laisser cette histoire se répandre. Parce qu'une malédiction, on peut la contrôler. Une malédiction maintient les gens dans la peur, les garde dans le rang. Elle les fait regarder ailleurs pendant que vous barrez leur eau et achetez leur silence. Mais une guérisseuse rend les gens reconnaissants. Et les gens reconnaissants sont dangereux. Ils commencent à poser des questions. Ils commencent à dire non. Ils commencent à se souvenir qu'ils sont libres. Et Silas Crenshaw ne pouvait pas permettre ça. À l'intérieur, Clara verrouilla la porte, s'allongea sur le lit, pressa ses paumes l'une contre l'autre. Les mêmes mains qui avaient sauvé la vie d'un enfant ce soir. Les mêmes mains que Crenshaw avait liées avec une corde et qualifiées de maudites. Elle ferma les yeux. Elle ne rêva pas du sac. Elle rêva d'écorce de saule et de sauge, et d'une petite fille qui ouvrait les yeux. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, le rêve était le sien. Fin de la deuxième partie. Le shérif Folsey arriva à 8 heures, seul à cheval. Eli était debout depuis 5 heures, arpentant le porche avec un café froid qu'il avait oublié de boire. Clara était à l'intérieur, vêtue de la blouse du dimanche de marin, la blanche avec les boutons de nacre, comme si elle comprenait qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de confort. Il s'agissait d'être cru. Folsey descendit de cheval, l'attacha au poteau et prit son temps pour s'approcher. Il se déplaçait comme un homme qui a appris que la précipitation tue les gens. Son insigne captait la lumière du matin. Oui, ses yeux observaient tout.
Le fusil près de la porte, les empreintes de bas de fraîche dans la terre, les herbes séchant sur le rebord de la fenêtre. Rawlings, shérif. Du café? Je ne suis pas venu pour le café. Folsey monta sur le porche. Je suis venu pour la vérité, et j'apprécierais de l'obtenir avant que Crenshaw n'envoie son avocat de Carson City, ce qui, d'après mes calculs, nous donne environ 6 heures. Eli ouvrit la porte. Clara. Elle sortit, se tint dans l'embrasure sans se cacher ou sans se recroqueviller. Elle regarda Folsey comme une femme regarde un homme qui tient son destin entre ses mains sans être sûr de quel côté il penchera. Folsey l'étudia. Le bleu qui s'estompait, les marques de corde en voie de guérison sur ses poignets, la façon dont elle se tenait droite, le menton haut, comme si elle avait décidé que si c'était la fin, elle l'affronterait debout. « Mademoiselle Whitmore, » dit Folsey, « je suis le shérif adjoint Henry Folsey. J'ai besoin d'entendre votre version de ce qui s'est passé entre vous et Silas Crenshaw. Chaque détail depuis le début. »« Et ensuite, » demanda Clara, « et ensuite, je déciderai quoi faire. » Crenshaw a déposé un rapport disant que je suis dangereuse, instable, que je me suis enfuie de sa garde. La voix de Clara était ferme, mais ses mains agrippaient le cadre de la porte. « Vous croyez ça? » Folsey retira le cure-dent de sa bouche. « Je crois aux preuves, mademoiselle Whitmore, pas au rapport. Maintenant, allez-vous me parler ou non? » Clara regarda Eli. Il lui fit le plus petit des hochements de tête. Pas une permission, un encouragement. Elle parla pendant 45 minutes. Elle parla de son père, de la médecine, de Crenshaw qui les avait engagés, puis avait blâmé son père pour l'effondrement de la mine. D'avoir été saisi en paiement d'une dette fabriquée, des mois de travail forcé, de l'isolement, du sac. De Grant Teller la traînant à travers la ville pendant que les gens regardaient. D'avoir été abandonnée dans le désert pour y mourir. Elle ne pleura pas. Elle raconta l'histoire de manière nette, précise, comme son père lui avait appris à décrire des symptômes, factuels, détaillés, sans broncher, et cela rendait les choses pires. Parce que quand une femme vous parle de torture de la même manière qu'elle décrirait une fièvre, vous comprenez à quel point les dégâts sont profonds. Folsey ne l'interrompit pas, ne prit pas de notes. Il écouta simplement, les bras croisés, la mâchoire se crispant à chaque phrase. Quand elle eut fini, le porche était silencieux. « Montrez-moi vos poignets, » dit Folsey. Clara les tendit. Les marques de corde guérissaient, mais étaient encore visibles. Des sillons roses et à vif encerclant les deux poignets, comme des bracelets fabriqués par le diable. Folsey les regarda longuement. Puis il regarda Ellie. « Tu l'as trouvé comme ça. Pire. » Oh, elle était debout sous le soleil de juillet depuis plus d'une journée. Un sac serré sur la tête. Pas d'eau, pas de nourriture, liée si fort qu'elle saignait à travers la corde. Et tu ne l'as pas signalé? À qui? Le shérif. Il joue aux cartes avec Crenshaw tous les jeudis. Le médecin de la ville. Il ne soigne même pas les gens que Crenshaw lui dit de ne pas soigner. Folsey mâchonna son cure-dent. Tu n'as pas tort sur ce point, mais ça me met dans une situation délicate. Alors Crenshaw a déposé son rapport en premier. Sur le papier, il est le tuteur inquiet qui cherche une pupille disparue. Tu es l'éleveur qui l'héberge sans droit légal. Droit légal? La voix de Clara devint tranchante. Je ne suis pas une propriété, shérif. Je suis une femme libre. Aucun tribunal n'a accordé ma garde à Crenshaw. Aucun juge n'a signé de papier. Il m'a juste prise parce que mon père était mort et que personne ne l'a arrêté. Pouvez-vous le prouver? Peut-il prouver le contraire? Folsey sourit presque. Presque. Vous marquez un point, mademoiselle Whitmore. Il remit le cure-dent en place. Voici où nous en sommes. L'avocat de Crenshaw arrive de Carson City. Un homme nommé Virgil Kane. Il va arriver avec des papiers, probablement des faux, probablement attestés par des hommes que Crenshaw paye, revendiquant la tutelle légale. Si ces papiers se tiennent, je suis obligé de vous rendre à sa garde. Clara devint blême. Eli s'avança. Il faudra me passer sur le corps, dit Eli. Oh. Ça peut s'arranger aussi si on n'est pas malin. Folsey leva une main. J'ai dit, si ces papiers se tiennent, mon travail est de déterminer s'ils sont légitimes. Ça prend du temps, des entretiens, des vérifications. Je peux étirer ce processus, mais j'ai besoin de quelque chose sur quoi travailler. Des témoins, des documents, tout ce qui contredit la version de Crenshaw. Toute la ville l'a vu me parader dans les rues avec un sac sur la tête, dit Clara.
Chacun d'entre eux l'a vu, et chacun d'entre eux lui doit de l'argent ou des faveurs. Les gens voient ce qu'ils peuvent se permettre de voir. Falsey descendit du porche. Je ferai ce que je peux, mais je veux que vous compreniez quelque chose tous les deux. Crenshaw n'est pas juste une brute locale. Il a des relations à Sacramento, le lobby minier, des investisseurs ferroviaires, des hommes avec un vrai pouvoir. Si nous voulons le combattre, il nous faut plus que des brûleurs de cordes et une triste histoire. Ce n'est pas une triste histoire, dit Clara. C'est un crime. Falsey toucha son chapeau. Prouvez-le et je le traiterai comme tel. Il s'éloigna à cheval et la poussière retomba derrière lui comme une porte qui se ferme. Clara s'assit sur la marche du porche. Ses mains tremblaient à nouveau. Pas de peur cette fois, de colère. Le genre de colère spécifique qui vient quand on réalise que le système censé vous protéger est le même qui est utilisé contre vous. Il ne va pas nous aider, dit-elle. Il veut le faire, dit Eli. Il a juste besoin d'une raison qu'il peut écrire sur du papier. Du papier. Clara rit presque. Crenshaw me met un sac sur la tête et me laisse mourir. Je sais que ce n'est pas juste. Elle prononça le mot comme si c'était une langue morte. J'ai cessé de croire à la justice le jour où ils ont enterré mon père dans une tombe anonyme parce que Crenshaw a dit qu'il ne méritait pas de pierre tombale. Eli s'assit à côté d'elle. Pas près, juste assez pour qu'elle sente sa présence. Ton père est enterré ici à Copper Bend, derrière la mine, là où ils mettent les ouvriers qui meurent au travail. Pas de nom, pas de stèle, juste de la terre. Quelque chose bougea dans la poitrine d'Eli. Voici une décision qui se formait depuis des jours se cristallisa soudainement. Clara, ton père, tenait-il des registres? Des notes. Quelque chose sur les mineurs qu'il soignait. Clara le regarda. Il tenait un journal. Il notait chaque patient, chaque symptôme, chaque traitement. Il était méticuleux à ce sujet. Où est-il? Dans la maison de Crenshaw, dans le sac médical de mon père. Crenshaw a tout pris à sa mort. Le sac, les instruments, les livres. Il les a gardés comme preuve de la soi-disant dette. Si ce journal montre que ton père soignait des mineurs pour des affections causées par la mine de Crenshaw, mauvais air, eau contaminée, galerie dangereuse, ce n'est pas seulement le registre de ton père. C'est une preuve. La preuve que Crenshaw savait que sa mine tuait des gens et qu'il a utilisé ton père comme bouc émissaire. Clara le dévisagea. Tu veux le voler? Je veux récupérer ce qui t'appartient. Dans la maison de Crenshaw, la propriété la mieux gardée de Copper Bend. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Clara secoua la tête, mais quelque chose s'était allumé derrière ses yeux. Eli Rawlings, vous êtes l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré, soit le plus insensé. Marin disait toujours que les deux étaient la même chose. Cet après-midi-là, Eli se rendit chez Tom Birch. Il trouva le vieil homme dans sa grange, Annie, assise sur une botte de foin, les joues roses, mangeant un biscuit à la confiture. Elle a l'air en forme, dit Ali. Tom rayonnait, un vrai rayonnement de la part d'un homme dont le visage ressemblait normalement à du bois dur sculpté. Elle s'est réveillée affamée, a demandé à être resservie. La tisane de Clara a fait ce qu'aucun médecin de ce territoire n'a pu faire. Il redevint sérieux. Que s'est-il passé avec le shérif? Eli lui raconta tout. L'avocat venant de Carson City, les faux papiers, l'avertissement de Falsey. Tom écouta, mâchonnant un brin de paille. Quand Eli eut fini, Tom dit un seul mot. Le journal. C'est de ça que je suis venu parler. Crenshaw a son bureau dans la grande maison, côté nord, premier étage. J'y ai fait des travaux de ferronnerie il y a 4 ans. J'ai remplacé les grilles des fenêtres. Il y a une entrée arrière par la cave à légumes que Crenshaw a probablement oubliée, car il n'y va jamais lui-même. Comment sais-tu ça? Parce que j'ai aussi construit la grille de cette porte de cave. Et je sais quel boulon j'ai laissé desserrer d'un quart de tour. Les yeux de Tom brillèrent. Un homme ne sait jamais quand un travail bâclé peut s'avérer utile. Tom, je ne peux pas te demander de... Tu ne me demandes rien, je te le dis. Cette petite fille là-dedans est en vie grâce à Clara Whitmore. J'ai une dette et Tom Birch paye ses dettes. Il se leva et pousseta la paille de son pantalon. Vendredi soir, Crenshaw organise sa partie de poker au Silver Dollar. Il emmène Teller et la plupart de ses hommes. La maison sera presque vide. Vendredi, c'est dans 2 jours, alors nous ferions mieux de les passer à planifier. Eli rentra au crépuscule. Il trouva Clara sur le porche.
Pas cachée à l'intérieur, pas accroupie près de la fenêtre, mais assise sur sa chaise avec une tasse de thé, regardant le soleil se coucher comme si elle avait tout à fait le droit d'être là. Quelque chose dans cette image le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. « Oh, tu es sur ma chaise, dit-il. Je sais. » Elle ne bougea pas. « C'est une bonne chaise. » Il s'appuya contre le poteau du porche. « Tom est partant. »« Partant pourquoi? » Récupérer le journal de ton père. Clara posa sa tasse. « Eli, si Crenshaw te surprend dans sa maison, il n'appellera pas le shérif. Il te mettra 6 pieds sous terre. Alors je ferais mieux de ne pas me faire prendre. Ce n'est pas une blague. Je sais que ce n'en est pas une. » Il se tourna pour lui faire face. « Clara, dans 2 jours, un avocat va arriver à Copper Bend avec des papiers qui disent que Crenshaw te possède. Et à moins que nous n'ayons quelque chose de plus solide que ces papiers, Folsey devra te livrer. Le journal de ton père est la seule chose qui puisse changer la donne. » Clara resta silencieuse un long moment. Le soleil était presque couché, peignant tout d'or et d'ombre. « Il y a autre chose dans cette maison, dit-elle. Quelque chose que je n'ai pas dit au shérif. » Eli attendit. Dans le bureau de Crenshaw, et tiroir du bas, il garde un registre. Personnel, pas les livres de la mine. Je l'ai vu une fois en nettoyant son bureau. Des noms, des dates, des paiements, des noms de filles liées. Pas seulement le mien, d'autres. Des femmes qu'il a achetées, échangées, vendues à travers les lignes de territoire. Sa voix baissa. Je ne suis pas la première. Je suis juste celle qui n'est pas morte. L'air entre eux changea. Moi, ce qui avait été un combat pour la liberté d'une femme venait de devenir quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pourrait faire tomber Crenshaw entièrement. « Tu es sûr de ça? » demanda Eli. « J'en suis sûr. Il a tout noté parce qu'il est arrogant. Parce qu'il n'a jamais pensé que quelqu'un toucherait à ses affaires. Jamais pensé qu'une femme de ménage savait lire. Mais tu sais lire. Mon père m'a appris à lire à 4 ans, le latin à 8 ans, les textes médicaux à 12 ans. Alors, Crenshaw n'a jamais demandé. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que la femme qui lavait ses sols était plus intelligente que la moitié des hommes dans son salon. Eli la regarda. La regarda vraiment. Pas les bleus, ni les cheveux roux, ni les blessures en voie de guérison. La personne en dessous de tout ça. La fille du docteur, la guérisseuse, la femme qui avait été traitée comme un animal et qui en était sortie avec un esprit aussi vif qu'un scalpel. « Vendredi soir, dit-il, je viens avec toi. »« Non, Ellie, tu ne connais pas cette maison. Tu ne sais pas quel tiroir, quelle pièce, quelle lame de plancher grince. J'y ai vécu pendant 1 an. Je connais chaque recoin, chaque ombre, chaque serrure. C'est trop dangereux, plus dangereux que d'être renvoyé chez lui avec un faux papier. » Clara se leva. « J'en ai assez de laisser les autres risquer leur vie pour moi pendant que je me cache derrière une porte verrouillée. C'est mon combat, le journal de mon père, ma vie. Je viens. » Mais elle a ouvert la bouche pour protester. La referma. L'ouvrit à nouveau. « Marin t'aurait aimé. Je l'aurais aimé aussi. » Ils restèrent là, dans la dernière lueur du jour, et quelque chose passa entre eux que ni l'un ni l'autre ne nomma. Pas encore. C'était trop nouveau, trop fragile, trop enchevêtré dans le danger et le deuil, et dans le genre de confiance qui ne se forme que lorsque 2 personnes n'ont plus rien à perdre. Jeudi s'écoula comme un animal blessé. Eli travailla au ranch. Clara organisa ses herbes, soigna une coupure sur l'antérieur de Bess qui calma le cheval en quelques minutes, et elle passa l'après-midi à dessiner une carte de la maison de Crenshaw de mémoire au dos d'un vieux sac de farine. Chaque pièce, chaque couloir, chaque sortie. La cave à légumes, le bureau, le pupitre où le registre reposait comme un pistolet chargé que personne ne savait armer. Tom passa au coucher du soleil avec 2 chemises sombres, une lanterne à capuchon et une corde. « Pour la grille de lac, dit-il en... » Et ça, il posa 2 paires de gants en cuir sur la table. « Passe d'empreinte sur rien. Tu as déjà fait ça, » dit Clara. « J'ai été jeune, mademoiselle Whitmore, et pas toujours du bon côté de la loi. » Il fit un clin d'œil à Annie, qui était assise par terre, jouant avec un cheval en bois sculpté qu'Ellie avait trouvé dans la grange. « Ne le dis pas à ta grand-mère. » Ils passèrent en revue le plan 3 fois. Tom passerait par la cave à légumes. Audley et Clara entreraient par la porte de la cuisine, celle dont Clara savait que le loquet était cassé et que Crenshaw n'avait jamais réparé,
car il considérait cela indigne de son attention. Tom ferait le guet. Eli couvrirait le couloir. Clara irait chercher le journal et le registre. 10 minutes, dit Eli. On entre et on sort. On trouve ce dont on a besoin. On part, rien d'autre. Pas de risque supplémentaire. D'accord, dit Clara. Tom hocha la tête. Si ça tourne mal, on se disperse. Oui, on se retrouve au vieux moulin au sud de la ville. Personne n'y va depuis qu'il a brûlé. Ça ne tournera pas mal, dit Clara. Et la façon dont elle le dit, calme, certaine, comme un médecin décrivant une procédure qu'elle a effectuée 100 fois, fit que les deux hommes la crurent. Vendredi arriva, enveloppée dans une chaleur si épaisse qu'elle semblait personnelle. Ellie passa la journée à faire des choses qui n'avaient pas besoin d'être faites. Huiler des harnais déjà huilés. Aiguiser des outils déjà aiguisés. Le genre de travail qu'un homme fait quand son esprit court trop vite pour que son corps puisse suivre. À 4 heures, Clara l'appela à l'intérieur. Elle avait fait du café et du pain de maïs, mis la table pour deux. C'était domestique d'une manière qui fit mal à la poitrine d'Ellie. Pas parce que c'était mal, parce que c'était bien. Et les bonnes choses, dans son expérience, avaient l'habitude d'être enlevées. « Assieds-toi, dit Clara. Mange quelque chose. » Oui, on ne peut pas entrer par effraction dans la maison d'un homme le ventre vide. C'est un conseil médical. C'est du bon sens. Elle s'assit en face de lui. « Eli, il y a quelque chose que je veux dire avant ce soir. Au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Ne parle pas comme ça. Je ne suis pas dramatique. Je suis pratique. Mon père m'a appris ça aussi. » Elle prit une profonde inspiration. « Si quelque chose m'arrive ce soir, si Crenshaw m'attrape, si je ne reviens pas, je veux que tu saches que ces 5 jours ont été les seuls moments depuis la mort de mon père où je me suis senti comme une personne. Pas un fardeau, pas une malédiction, une personne. Et tu as fait ça sans rien demander, sans rien attendre. Tu as juste ouvert ta porte. » La gorge d'Ellie se noua. Il fixa son café comme s'il contenait les secrets de l'univers. « Rien ne va t'arriver, dit-il, d'une voix rauque, presque en colère, parce que la colère était plus facile que ce qu'il ressentait vraiment. On va récupérer ce journal, l'amener à Folsey, et mettre fin à tout ça. Et ensuite, tu vas planter ces herbes dont tu t'occupes, et tu vas soigner les gens de ce territoire. Et Crenshaw va pourrir dans le trou où la loi le mettra. » Clara sourit. Pas le petit sourire tordu du premier jour. Un vrai sourire, plein, chaleureux, le genre qui atteint les yeux et ne s'excuse pas d'être là. Ça fait beaucoup de promesses pour un homme qui m'a dit qu'il n'en faisait pas. Je fais une exception. Au coucher du soleil, Tom le confirma. La calèche de Crenshaw était arrivée en ville à 5 heures précises. Soirée poker au Silver Dollar. Teller et 3 de ses hommes l'escortaient. La grande maison aurait une équipe réduite, 1 ou 2 hommes au plus. Ils attendirent la nuit noire. Eli, Clara et Tom partirent à 9 heures, en suivant les sentiers détournés qui longeaient le lit du ruisseau asséché. Pas de lanterne, pas de parole. Juste le bruit des sabots sur la terre battue et les battements sauvages de 3 cœurs qui savaient exactement où ils allaient. La maison apparut dans l'obscurité, grande, 2 étages. Le genre de maison qui annonce la richesse de son propriétaire et sa cruauté à parts égales. Une lampe brûlait à la fenêtre de l'étage. Un garde sur le porche avant, chaise inclinée en arrière, chapeau sur les yeux. Tom se sépara d'eux en direction de la cave à légumes. Ellie et Clara contournèrent la maison du côté de la cuisine. La main de Clara trouva le loquet et, comme elle l'avait dit, il était cassé. Toujours cassé, parce que Silas Crenshaw ne prenait jamais la peine de réparer ce qu'il considérait comme indigne de lui. La porte s'ouvrit sans un bruit. Ils entrèrent. Clara se déplaça dans la maison sombre, comme de l'eau dans un canal familier. Elle connaissait chaque pas, chaque virage, chaque endroit où le sol les trahirait. Elle prit la main d'Ellie. Pas romantique, pas sombre, juste pratique. Suis-moi, fais-moi confiance. Ne fais pas de bruit. Ils atteignirent le bureau. Les doigts de Clara trouvèrent le pupitre dans l'obscurité. Tiroir du bas. Elle l'ouvrit, plongea la main à l'intérieur et sa main se referma sur la reliure en cuir du journal de son père. Elle faillit halter, le serra contre sa poitrine comme un enfant dont elle avait été séparée. Puis elle chercha plus profondément, au-delà du journal, au-delà des piles de papier et des encriers. Et ses doigts se trouvèrent dans le registre. Lourd, relié en cuir.
Le livre qui contenait les noms de toutes les femmes que Silas Crenshaw avait achetées et vendues comme du bétail. Elle le sortit, glissa les 2 livres sous son bras. Eli lui serra l'épaule. Il est temps de partir. Ils se tournèrent vers la porte et se figèrent. Car debout dans le couloir, une lampe dans une main et un revolver dans l'autre, se tenait Grant Teller. Il n'était pas à la partie de poker. Il était là et il souriait. « Bonsoir, mademoiselle Whitmore, » dit Teller. « Monsieur Crenshaw a dit que vous pourriez revenir pour ça. » Le revolver de Teller ne trembla pas. Il le tenait comme un homme tient quelque chose qu'il a déjà utilisé et qu'il ne détesterait pas utiliser à nouveau. La lampe dans son autre main projetait son ombre longue et tordue sur les murs du bureau. Les bras de Clara se resserrèrent autour du journal et du registre. Elle ne recula pas, ne les laissa pas tomber. Ses jointures blanchirent, mais sa prise tint bon. « Posez-les, » dit Teller. Doucement. « Non, » dit Clara. Teller cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à ça. Des hommes 2 fois plus grands qu'elle s'étaient pliés sous ce revolver. Mais cette femme, la même qu'il avait traînée à travers la ville avec un sac sur la tête, se tenait là, tenant 2 livres comme s'ils étaient en honneur, et lui disait « Non. Mademoiselle Whitmore, je ne demande pas. Et je n'obéis pas. Plus maintenant. » Eli déplaça son poids. Teller pointa l'arme sur lui. « Ne bouge pas, Rawlings. Je n'ai rien contre toi. C'est entre Crenshaw et sa propriété. » « Répète ce mot, » dit Eli, d'une voix basse, calme, le genre de calme qui raréfie l'air. « Répète propriété encore une fois. » Le sourire de Teller s'amincit. « Vous êtes dans la maison d'un autre homme, dans le noir, avec ses affaires entre les mains. Ça fait de vous des voleurs, tous les 2. Je pourrais vous abattre sur place et la loi me serrerait la main. »« Alors tire, » dit Clara. Les 2 hommes la regardèrent. « Vas-y, Grant. Tire sur la file maudite. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est ce que Crenshaw t'a envoyé faire dans le désert. Mais je ne suis pas morte à ce moment-là, et je ne mourrai pas maintenant. Pas avant que le shérif ne voie ce qu'il y a dans ce registre. » La mâchoire de Teller se crispa. « Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais exactement ce qu'il y a dedans. Des noms, des dates, des filles achetées et vendues à travers les lignes de territoire. Je l'ai lu, Grant. Chaque page. Pendant que j'étais à genoux, en train de laver les sols de Crenshaw, j'ai lu chaque mot qu'il pensait que j'étais trop stupide pour comprendre. Quelque chose changea dans les yeux de Teller. Pas de la peur, exactement. Du calcul. Le regard d'un homme qui réalise que le sol sous ses pieds n'est pas aussi solide qu'il le pensait. « Oh, Crenshaw vous enterrera, » dit Teller. Tous les 2, Un bruit derrière lui, un grincement, un pas, et puis la voix de Tom Birch, calme comme un sermon du dimanche. « Lâche ton arme, fiston. » Teller se retourna. Tom se tenait dans le couloir derrière lui, ne tenant rien d'autre qu'un marteau de forgeron. 16 livres de fer forgés au bout d'un manche en hickory. Pas d'armes, pas besoin. Un homme tenant un marteau comme ça à bout portant est plus effrayant qu'une balle, car une balle peut manquer. « Wow, tu es en infériorité numérique, dit Tom, et débordé. Et j'ai 67 ans avec de mauvais genoux, donc je ne veux vraiment pas balancer ce truc, mais je le ferai. » Les yeux de Teller allèrent des 3 personnes aux 3 directions, une seule arme. Le calcul ne fonctionnait pas. « Ce n'est pas fini, » dit Teller. « C'est assez fini, » dit Eli. Il s'avança, prit le revolver de la main de Teller. Teller le laissa faire. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que Tom Birch avait fait un autre pas en avant et que ce marteau avait commencé à se lever. « Assieds-toi, » dit Eli, en montrant la chaise de Crenshaw derrière le bureau. Teller s'assit. Clara attacha-lui les mains. Clara posa les livres sur le bureau, tira une corde de l'étagère, le même genre de corde qu'ils avaient utilisé sur elle. Elle le remarqua, même bobine, même épaisseur, et elle attacha les poignets de Teller aux accoudoirs de la chaise. Serré. Pas avec haine, et avec précision. Les nœuds que son père lui avait appris pour fixer des attelles, mais réutilisés. « Comment ça fait ?» demanda-t-elle. « D'être attaché à quelque chose dont on ne peut pas se défaire. » Teller ne répondit pas. Son visage avait pris la couleur de la cendre froide. « Allons-y, » dit Tom. Le garde sur le porche a peut-être entendu quelque chose. Clara attrapa le journal et le registre. Eli garda le revolver de Teller. Ils traversèrent la cuisine, et sortirent par la porte cassée dans l'obscurité. Vite, sans parler. Tom couvrait l'arrière, marteau toujours en main,
se déplaçant silencieusement pour un homme de son âge et de sa taille. Ils atteignirent les chevaux, montèrent en selle et partirent au galop le long du lit du ruisseau, en restant bas, en silence. La nuit les engloutit. À 2 milles de là, Tom se mit à la hauteur d'Eli. Il sera libre dans 1 heure, 2 au plus. Quelqu'un le trouvera où il défera ses nœuds. Je sais. Ce qui signifie que Crenshaw le saura avant minuit. Je le sais aussi. Clara chevauchait entre eux, le journal et le registre fourrés dans sa chemise, pressés contre sa poitrine. Les mots de son père contre les battements de son cœur. La preuve contre sa peau. « On va voir Folsey, dit-elle. Tout de suite, ce soir. Il est 10 heures, dit Eli. Folsey loge à la pension en ville. Débarquer là-bas avec des biens volés à minuit est un bon moyen de se faire arrêter avant de pouvoir s'expliquer. Ils ne sont pas volés. Ils sont à moi. Le journal de mon père est à moi. Et le registre, Clara fit une pause. Le registre est à Crenshaw, mais ce qu'il contient est la preuve de crime. Folsey comprendra ça. Folsey est un agent fédéral, dit Tom. Les agents fédéraux suivent la procédure. Si on se présente à sa porte dans le noir avec des livres qu'on a pris de la maison de Crenshaw, il est obligé de demander comment on les a eus. Et l'effraction n'est pas un bon argument d'ouverture. La prise de Clara se resserra sur les reins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eli réfléchit, vide et bien, comme un homme réfléchit quand le sol se dérobe sous ses pieds. On rentre à la maison. On lit chaque page de ce journal ce soir. On trouve ce dont on a besoin. Et à la première heure, Clara ira voir Folsey seule. Seule. Tu es la victime, Clara. C'est toi qui as l'histoire. Si je suis à côté de toi, l'avocat de Crenshaw dira que je t'ai monté, que je t'utilise pour régler un différend foncier. Mais si tu vas voir Folsey seul avec les dossiers médicaux de ton père et ton propre témoignage, c'est une femme qui cherche la justice, pas un éleveur avec une rancune. Clara resta silencieuse un long moment. Alors tu es plus intelligent que tu n'en as l'air, Eli Rawlings. C'est ce que Marin disait toujours aussi, généralement juste avant de me dire que j'avais tort sur quelque chose. Ils atteignirent le ranch à 11 heures. Tom prit Annie, qui dormait dans le grenier de la grange avec une couverture et le vieux chien d'Eli pour compagnie, et rentra chez lui. « Je serai de retour à l'aube, dit-elle, avec mon fusil et une mauvaise humeur. » À l'intérieur de la cabane, Haley alluma la lampe. Clara posa le journal et le registre sur la table. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea, fixant simplement les 2 livres comme s'il s'agissait de reliques sacrées déterrées d'un sol saint. Clara ouvrit d'abord le journal. L'écriture de son père, petite, précise, les lettres d'un homme qui croyait en l'exactitude par-dessus tout. Elle passa son doigt sur la première page et son souffle se coupa. Registre des patients, Mars Milkwood 178. Elle lut Mine Silver Lady, Copper Bend, Nevada, Dr. Samuel Whitmore. Elle leva les yeux vers Eli. C'est ça, page après page, mineur après mineur, les symptômes catalogués avec une précision clinique. Tout persistante, sang dans les crachats, lésions cutanées, tremblements, mousse de tête, vomissements après les corps de travail. Son père avait noté la cause à côté de chaque entrée. Mauvaise ventilation, exposition au mercure, source d'eau contaminée, boisage dangereux dans les galeries 3 et 7. Il savait, murmura Clara. Il a tout documenté, chaque mineur malade, chaque cause, et regarde. Elle montra une entrée datée d'avril 1878. Il a écrit directement à Crenshaw, lui a dit que la mine empoisonnait ses ouvriers, a recommandé des améliorations de la ventilation et de l'eau propre. La réponse de Crenshaw est notée ici. Elle lut à voix haute, la voix tremblante. M. Crenshaw a décliné toutes les recommandations, a déclaré que les modifications ralentiraient la production et réduiraient le rendement trimestriel, m'a ordonné de ne traiter que les symptômes et de cesser la documentation. Il a dit à ton père d'arrêter d'écrire, dit Eli, et mon père n'a pas arrêté. Clara tourna les pages. Il a continué à écrire. Chaque jour, chaque patient. Il savait que Crenshaw détruirait ses dossiers s'il les trouvait. C'est pourquoi il a caché le journal dans son sac médical au lieu de le laisser à la mine. Et quand ton père est mort dans l'effondrement, Crenshaw a saisi le sac et pensant qu'il prenait les preuves. Mais il n'a jamais ouvert le journal parce qu'il a supposé que les notes d'un herboriste mort ne valaient rien.
Clara rit presque. Son arrogance nous a sauvés. Puis elle ouvrit le registre. La première page frappa comme un coup de poing. Des noms de femmes, des dates d'acquisition, des prix payés, des destinations. Certaines vendues à des ranchs en Utah, d'autres à des camps miniers au Colorado. 2 envoyés de l'autre côté de la frontière, au Mexique. L'âge indiqué à côté de chaque nom. La plus jeune avait 15 ans. La main de Clara couvrit sa bouche. Ellie, je le vois. Il y a 23 noms, 23 femmes. Et regarde cette colonne. Elle montra du doigt. Statut, décédé, décédé, relocalisé, décédé, inconnu. Sa voix se brisa pour la première fois depuis le bureau. Je suis le numéro 19. Clara Whitmore. Acquise en juin 1878. Statut, active. Eli posa sa main à plat sur la table pour se stabiliser. Parce que ce qu'il regardait n'était pas un registre commercial. C'était un cimetière écrit à l'encre. Ça le finira, dit Eli. Si Folsey y croit, il y croira. Ouais, 23 noms avec des dates et des prix. Ce n'est pas un employé mécontent qui porte des accusations. C'est une confession que Crenshaw a écrite de sa propre main. Clara ferma le registre, s'adossa. Elle tremblait, non pas de peur, mais sous le poids de tenir quelque chose qui pouvait tout changer et de savoir que les 12 prochaines heures détermineraient si c'était le cas. Elish, ces autres femmes, certaines d'entre elles pourraient encore être en vie. Si Folsey agit sur cette base, si les marshals fédéraux enquêtent, ils pourraient les retrouver. Une chose à la fois. Non, toutes les choses à la fois. Parce que ça a cessé de me concerner au moment où j'ai ouvert ce livre. Il s'agit de chaque nom sur ces pages, de chaque femme que Crenshaw a traitée comme de la marchandise. Clara se leva, fit les 100 pas, le journal de son père dans une main, le registre dans l'autre. Mon père est mort en essayant de faire ce qui était juste, discrètement, en écrivant des notes, en faisant des recommandations, en étant poli. Et ils l'ont enterré dans une tombe anonyme pour sa peine. Je ne vais pas me taire, je vais faire du bruit. Clara, non. Écoute-moi. Elle se tourna pour lui faire face, les yeux flamboyants, un feu vert. Demain matin, je ne vais pas seulement voir Folsey, je vais au Silver Dollar. Je vais me tenir dans ce saloon où chaque homme de Copper Bend boit son courage et je vais lire ses noms à voix haute. Tout le monde, qu'ils entendent, qu'ils voient. Qu'ils décident s'ils veulent continuer à m'appeler maudite pendant qu'un homme qui vend des femmes est assis à leur table de poker. Crenshaw te tuera. Peut-être, mais il devra le faire devant toute la ville, et c'est la seule chose qu'il ne peut pas se permettre. Eli la dévisagea. Cette femme qui avait été pieds nus et brisée à son poteau de clôture 5 jours plus tôt. Cette femme qui avait sauvé la vie d'un enfant avec des herbes et de la volonté. Cette femme qui était entrée dans la maison de l'homme qui l'avait asservi et avait repris ce qui lui appartenait. « Tu n'es pas maudite, Clara Whitmore, dit-il. Tu es la personne la plus dangereuse que Silas Crenshaw ait jamais rencontrée, et il ne le sait même pas encore. » Elle soutint son regard. Quelque chose crépita entre eux. Quelque chose qui s'était construit depuis ce premier instant à la clôture. Oh, quand elle avait dit « s'il vous plaît » et qu'il avait répondu avec ses mains plutôt qu'avec ses mots. Ellie, oui, quand ce sera fini, si nous survivons, j'aimerais rester. J'aimerais ça aussi, pas comme une invitée, pas comme quelqu'un que tu as sauvé, comme quelqu'un qui a choisi d'être ici. Je sais ce que tu veux dire. Vraiment, il fit un pas vers elle, assez près pour voir les paillettes d'or dans ses yeux verts, assez près pour sentir la chaleur de sa peau dans l'air chaud de la cabane. Je dors sur mon propre porche depuis 5 nuits parce que je ne voulais pas que tu te sentes en danger. J'ai pointé une arme sur des hommes avec qui je buvais. Je suis sur le point de te laisser rentrer dans un saloon et déclarer la guerre à l'homme le plus puissant de ce territoire. Alors, oui, Clara, je sais ce que tu veux dire. Elle leva la main et toucha son visage. La première fois qu'elle le touchait, ses doigts sur sa mâchoire, légers comme un souffle. Il ferma les yeux et sentit quelque chose s'ouvrir en lui qui était scellé depuis la mort de Marin. Pas la remplacer, pas l'oublier, juste faire de la place. Comme une maison fait de la place quand quelqu'un de nouveau franchit la porte. « J'ai peur », murmura Clara. « Moi aussi. » Bien. Mon père disait que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision que quelque chose d'autre compte plus. Homme intelligent.
Le plus intelligent que j'ai jamais connu, jusqu'à maintenant. Il restait en là une respiration de plus. Deux. Puis Clara recula, glissa les livres sous son bras et redressa les épaules. J'ai besoin de dormir. Demain sera le jour le plus long de ma vie. Repose-toi, je serai sur le porche. Ellie. Elle s'arrêta à l'embrasure de la chambre. Rentre la chaise ce soir. Tu as dormi dehors assez longtemps. Il la regarda. Elle le regarda. Et quelque chose fut réglé entre eux sans qu'un autre mot ne soit prononcé. Pas une promesse, pas une déclaration, ou juste une certitude. Le genre de certitude à laquelle deux personnes arrivent quand elles ont traversé le feu ensemble et en sont sorties encore debout. Eli rentra à la chaise, la plaça près du poêle, posa le fusil sur ses genoux. Clara verrouilla la porte, s'allongea avec le journal de son père pressé contre sa poitrine et ferma les yeux. Dehors, le désert était silencieux, mais pas le genre de silence paisible. Le genre de silence où l'on retient son souffle. Le genre de silence qui précède l'éclatement. Car à ce moment précis, Grant Teller entrait en titubant dans le saloon Silver Dollar, des brûlures de cordes aux poignets et une lueur de meurtre dans les yeux. Et Silas Crenshaw, trois whisky dans le nez, avec une main gagnante, leva les yeux de ses cartes et écouta chaque mot de son contremaître. Puis il posa ses cartes, repoussa sa chaise et sourit. Pas le sourire d'un homme qui a été volé. Le sourire d'un homme à qui on a donné exactement l'excuse qu'il attendait. Rassemble tous les hommes que nous avons, dit Crenshaw. Absolument tous. Et la plus longue nuit de l'histoire de Copper Bend commença. Ils sont venus avant l'aube. Eli les a entendus le premier. Pas des sabots cette fois. Des roues de chariot grinçant sur le sol sec. Le son indubitable d'hommes qui avaient apporté plus que des chevaux. Il était déjà debout et à la fenêtre avant que Clara n'ouvre les yeux. « Pour combien ?» demanda-t-elle, déjà sur pied, attrapant déjà le journal et le registre. « On ne peut pas compter dans le noir, mais il y en a plus de 4. » Clara pressa les livres dans un sac de farine et le noua fermement. « Où les met-on ?»« Dans la cave à légumes. Sous la 3e dalle, il y a un creux que j'ai creusé il y a des années pour de l'argent que je n'ai jamais eu assez pour cacher. » Clara se déplaça rapidement, sortit par la porte de derrière, descendit les marches de la cave. Les livres furent enterrés en 30 secondes. Quand elle remonta, Eli chargeait le fusil. « Clara, écoute-moi. Si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Si ça tourne mal, tu pars vers l'est. Bess connaît le sentier vers Jessup Springs. Tom t'y trouvera. Je ne te laisserai pas. Ce n'est pas une négociation. Tu as raison. Ce n'en est pas une, parce que je ne partirai pas. » Elle prit le revolver de Teller sur la table, vérifia le barillet comme son père lui avait appris à vérifier un pouls. Calme. Au clinique, sûr. 5 balles. Eli la dévisagea. Tu sais tirer. Mon père soignait des blessures par balle. Il disait que si je devais vivre dans l'Ouest, je devais comprendre les 2 extrémités d'une balle. Avant qu'Eli ne puisse répondre, la voix de Tom Birch déchira l'obscurité du côté nord de la propriété. « Eli, tu es réveillé? »« Je suis réveillé. » Tom arriva au galop. Annie enveloppée dans une couverture sur la selle derrière lui. Je ne pouvais pas la laisser seule. Crenshaw et 8 hommes sur la route Sud, 2 chariots. Il vient lui-même cette fois. Emmène Annie à l'intérieur, dit Ellie. Tom descendit à la fillette. Elle était à moitié endormie, serrant son cheval en bois sculpté. Clara la prit, la porta dans la chambre du fond, la déposa sur le lit. « Reste ici, ma chérie, » murmura Clara. « Ne sors pas avant que je le dise. » Annie hocha la tête, les yeux grands ouverts, mais confiante. Elle avait été sauvée par les mains de cette femme. Et ce genre de confiance ne pose pas de questions. Clara revint dans la pièce principale. Tom avait son fusil. Eli avait le sien. Clara avait le revolver. 3 fusils contre 8 hommes, dit Tom. J'ai connu pire. Je ne me souviens plus quand, mais je suis sûr que oui. On ne va tirer sur personne, dit Eli, pas à moins qu'il nous y force. Crenshaw veut une bagarre parce qu'une bagarre lui donne une justification. Un éleveur mort, une intruse morte. Problème résolu. On ne lui donnera pas ça. « Alors, qu'est-ce qu'on lui donne? » demanda Clara. « Du temps. On tient jusqu'au lever du soleil. Une fois que cette ville sera réveillée et qu'elle regardera, Crenshaw ne pourra rien faire sans témoin. Et Folsey, j'ai envoyé un message avec Arlen Dodd hier soir. Je lui ai dit de réveiller le shérif aux premières lueurs et de l'amener ici. Harlan Dodd, le transporteur qui a lancé les rumeurs sur moi.
Arlen me doit 40 $ et une mauvaise conscience. Il livrera le message. La première lueur de l'aube était encore à 1 heure lorsque les hommes de Crenshaw se déployèrent le long de la clôture. Eli pouvait maintenant voir leurs silhouettes. Des formes sombres à cheval, pas de lanterne, pas de torche, juste une présence. Une attente. La promesse silencieuse de la violence. Puis un seul cavalier se détacha du groupe et s'approcha de la barrière. Silas Crenshaw, assis droit sur sa selle comme un homme arrivant sur sa propre propriété. Ce qui, dans son esprit, était le cas. Rawlings, la voix de Crenshaw porta clairement dans l'air calme, profonde, polie. La voix d'un homme qui avait pratiqué l'autorité jusqu'à ce qu'elle lui aille comme un manteau sur mesure. Je suis venu chercher ce qui est à moi. Eli sortit sur le porche. Rien ici ne t'appartient, Crenshaw. La fille ici, et les objets qu'elle a volés de ma maison ce soir. Clara Whitmore est une femme libre, sur ma terre de son plein gré, et ces objets qu'elle a appris sont la propriété de son père, et saisis illégalement par toi après sa mort. Crenshaw rit, un amusement sincère, le genre de rire qui donnait la chair de poule à Eli, car il venait d'un homme qui croyait vraiment que le monde était à lui pour l'arranger. La propriété de son père. C'est charmant, Rawlings. Vraiment, mais j'ai des papiers, attestés, notariés, déposés auprès du comté. La tutelle légale de Clara Whitmore m'a été accordée à la mort de Samuel Whitmore en règlement de dette impayée. Des papiers signés par des hommes que tu payes, attestés par des hommes que tu possèdes. Ce n'est pas la loi, Crenshaw. C'est du théâtre. Crenshaw cessa de sourire. Je vais te donner une chance. Fais-la sortir. Remets ce qu'elle a pris et je m'en irai, sans te faire de mal, sans faire de mal au vieil homme. Tu pourras retourner à ton ranch une faillite et au fantôme de ta femme morte et prétendre que rien de tout ça n'est arrivé. Derrière Eli, la porte d'entrée s'ouvrit. Clara sortit. Pas poussée, pas traînée. Elle sortit de son propre chef, se tint à côté d'Eli sur le porche et regarda Crenshaw droit dans les yeux. « Bonjour, Silas, dit-elle. Le sang-froid de Crenshaw se fissura. Juste une fraction, juste une seconde. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui fasse face. Toutes les autres fois, elle s'était cachée, avait eu peur, s'était tue. C'était nouveau, et les choses nouvelles rendaient Silas Crenshaw nerveux. « Clara, tu as causé pas mal de problèmes. »« Pas assez. Loin de là. Rentre à la maison. On oubliera tout ça. » « La maison. » Clara s'avança jusqu'au bord du porche. « Tu appelles ça la maison. » C'est intéressant parce que je me souviens d'une chambre fermée à clé. Je me souviens d'un sac sur ma tête. Je me souviens de Grant Teller me traînant à travers la ville pendant que les gens regardaient. Je me souviens d'avoir été abandonné dans le désert pour y mourir. C'est ça que la maison signifie pour toi, Silas? La mâchoire de Crenshaw se crispa. Où ces hommes bougèrent sur leurs chevaux. Certains avaient entendu les histoires. Aucun ne l'avait entendu de sa bouche, directe, sans détour, avec le soleil qui commençait à peine à saigner de rouge le long de l'horizon. Tu es malade, Clara. Confuse. La mort de ton père. La mort de mon père est de ta faute. La voix de Clara ne monta pas. Elle baissa et frappa plus fort ainsi. Il t'a dit que les galeries de la mine n'étaient pas sûres, il l'a écrit. Il t'a supplié de réparer la ventilation. Et tu lui as dit de se taire et de continuer à traiter les symptômes parce que régler le problème ralentirait la production. Crenshaw se figea. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai son journal, Silas. Chaque page, chaque patient, chaque recommandation que tu as ignorée, chaque mineur qui est tombé malade parce que tu as choisi le profit plutôt que les vies. Mon père a tout documenté parce qu'il savait qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de la vérité. Et me voilà. Ce journal est ma propriété. Ce journal est une preuve et il est déjà entre les mains du shérif adjoint Folsey. Elle bluffait. Le journal était sous la dalle de la cave. Mais Crenshaw ne le savait pas. Et l'expression sur son visage, la pâleur soudaine, la crispation de sa main sur les rênes, dirent à Clara tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il avait peur de ce journal. Il en avait toujours eu peur. C'est pourquoi il l'avait saisi. C'est pourquoi il l'avait gardé sous clé. Pas parce qu'il ne valait rien, mais parce que c'était un pistolet chargé pointé sur son empire. Et le registre, continua Clara, celui dans ton tiroir du bas. 23 noms, Silas, 23 femmes, des dates, des prix, des destinations. Je me demande combien d'entre elles sont encore en vie.
Je me demande combien de familles cherchent encore des filles qui ont disparu. Le masque de Crenshaw se brisa. Espèce de petite menteuse. Il descendit de cheval, fit 3 pas vers le porche. Et là, il leva le fusil. C'est assez près. Dégage de mon chemin, Rawlings. C'est entre moi et... C'est entre toi et la loi maintenant. Et la loi arrive. Comme si Dieu lui-même avait un goût pour le timing dramatique, le bruit de sabots s'éleva de la route est. Plusieurs chevaux au galop. Crenshaw se retourna, ses hommes se retournèrent, et à travers la lumière matinale apparut le shérif Henry Folsey, flanqué de 2 adjoints fédéraux, y chevauchant assez vite pour soulever la poussière à 30 pieds dans les airs. Folsey s'arrêta entre les hommes de Crenshaw et la maison du ranch. Ses adjoints se déployèrent, les mains sur leurs armes. Professionnels, calme, le genre de calme qui vient d'hommes qui font ça pour vivre. Bonjour, Crenshaw, dit Folsey. Shérif, ça ne vous concerne pas. C'est une affaire privée, privée de rien du tout. J'ai une déclaration sous serment de Clara Whitmore détaillant enlèvement, travail forcé, ou agression et séquestration. J'ai un journal médical documentant des conditions dangereuses dans votre mine qui ont entraîné la mort de travailleurs. Et depuis environ 20 minutes, j'ai un télégramme du Bureau des Marshals fédéraux de Sacramento m'autorisant à vous placer en état d'arrestation en attendant l'enquête. Le visage de Crenshaw prit la couleur de la cendre froide. Sacramento. Vous avez contacté Sacramento. Pas eu besoin. Il s'avère que ce télégramme que vous avez envoyé la semaine dernière, celui en priorité, a attiré l'attention. Le Bureau des Marshals voulait savoir pourquoi un propriétaire de mine à Copper Bend envoyait un télégramme à Sacramento pour s'enquérir de la définition légale de la servitude pour dette. Ils ont trouvé ça curieux. Moi aussi. Le propre télégramme de Crenshaw, sa propre arrogance. Il avait écrit à Sacramento pour essayer de trouver une couverture légale pour garder Clara, et au lieu de ça, il s'était signalé aux autorités mêmes qu'il essayait d'éviter. Clara rit presque. Presque. C'est absurde, balbutia Crenshaw. Je suis un homme d'affaires. J'emploie la moitié de cette ville. Vous ne pouvez pas. Je peux. Et je le fais. Folsey descendit de cheval. Silas Crenshaw. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement, de détention illégale et de traite de personnes. Vous serez transporté à Carson City pour votre mise en accusation. Moi, il fit un signe de tête à ses adjoints. Mais notez-le. Crenshaw se jeta en avant. Pas sur Folsey, sur Clara. De la pure rage, pas de calcul. Juste un homme dont l'empire s'effondrait et qui avait besoin de quelqu'un à blâmer. Il fit 2 pas avant que le poing d'Eli ne le frappe en pleine mâchoire. Un seul coup. Net. 2. Le son claqua dans l'air du matin. Crenshaw tomba dans la poussière, son chapeau roulant, du sang sur la lèvre, fixant le ciel comme s'il ne comprenait pas comment il était arrivé là. Eli se tenait au-dessus de lui, respirant fort, le poing toujours serré. Ça, c'est pour le sac. Les adjoints relevèrent Crenshaw. Des menottes en fer se refermèrent sur ses poignets. Les mêmes poignets qui avaient signé la captivité de Clara dans un registre. Maintenant, ils portaient leur propre sorte de corde. Les hommes de Crenshaw restèrent figés sur leurs chevaux. Teller était parmi eux, les poignets encore à vif des nœuds de Clara la nuit précédente. Folsey se tourna vers eux. Tout homme ici qui travaille pour Crenshaw a un choix. Coopérer avec l'enquête fédérale ou rejoindre votre patron à Carson City. Je choisirai prudemment. Un par un, ils descendirent de cheval. Teller fut le dernier. Il regarda Clara longuement. Puis il enleva son chapeau, le posa sur sa selle et se dirigea vers les adjoints, les mains en avant. « Je parlerai, dit Teller. Tout. Chaque nom dans ce registre. Je sais où il les a envoyés. » Les genoux de Clara fléchirent, juste une seconde. Eli attrapa son bras, la stabilisa. Elle agrippa sa main et s'y tint. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle ressentait tout le poids de quelque chose en quoi elle avait presque cessé de croire. La justice, imparfaite, tardive, incomplète, mais réelle. Folsey s'approcha du porche, toucha son chapeau en direction de Clara. « Mademoiselle Whitmore, je vais avoir besoin de ce journal et de ce registre comme preuve. » « Sous la 3e dalle de la cave à légumes, » dit Clara. Folsey haussa un sourcil. « Vous êtes minutieuse. Mon père m'a élevé ainsi. » Le shérif récupéra les livres, les catalogua et les chargea dans sa sacoche de selle
avec le soin d'un homme manipulant de la dynamite. Car c'est ce qu'ils étaient. 2 livres qui allaient faire éclater la plus grande affaire de traite d'êtres humains du territoire du Nevada. Alors que les adjoints emmenaient le groupe de Crenshaw sur la route, les habitants de Copper Bend commencèrent à apparaître, un par un, puis en groupe. Ils avaient entendu l'agitation, vu les chevaux fédéraux. La nouvelle se répandait plus vite que la chaleur de l'été. Herschel Potts vint le premier, chapeau à la main, le visage froissé de honte. Eli, Pas maintenant, Herschel. J'aurais dû te vendre des provisions. J'aurais dû tenir tête. J'avais peur et je sais. La voix d'Eli, la voix d'Eli était fatiguée, mais pas méchante. On avait tous peur. C'est comme ça que les hommes comme Crenshaw gagnent. Ils ne vous battent pas avec les poings. Ils vous battent avec la peur. Le Doc Jessup apparut ensuite, tremblant mais sobre. C'était la première fois que quelqu'un le voyait sobre avant midi depuis 5 ans. Il se dirigea droit vers Clara, lui prit la main et pressa quelque chose dans sa paume. Une petite pochette en cuir, à l'intérieur, une boussole en laiton, ternie. Cabossée, vieille. C'était à ton père, dit Jessup. Il me l'a donnée la semaine avant de mourir. Mais a dit de la garder en sécurité. A dit que si sa fille venait un jour la chercher, je devrais la lui donner. Sa voix se brisa. J'aurais dû me manifester plus tôt. J'aurais dû dire à quelqu'un ce que Crenshaw faisait. Mais je me suis réfugié dans une bouteille à la place. Clara referma ses doigts sur la boussole de son père. Celle qu'il avait utilisée pour naviguer sur chaque sentier, à chaque territoire, chaque mile de l'ouest qu'ils avaient parcouru ensemble. Elle la pressa contre son cœur et sentit quelque chose se refermer en elle. Pas se fermer aux autres, se refermer sur elle-même. Comme une blessure qui se cicatrise enfin une fois l'infection drainée. « Merci, docteur Jessup, » murmura-t-elle. « Ne m'appelez pas docteur. Je ne le mérite pas. Vous le mériterez à nouveau si vous me laissez vous aider. » Tom Birch se tenait au bord du poche, Annie perché sur sa hanche, mais regardant toute la ville de Copper Bend faire face à ce qu'elle avait laissé se produire. Les yeux du vieux forgeron étaient humides, mais sa colonne vertébrale était de fer. « Eh bien, dit Tom, je suppose que ça veut dire que vous aurez besoin de provisions. Je vais atteler le chariot. » À midi, la nouvelle avait atteint Carson City. Le soir, elle était dans les journaux de Sacramento. À la fin de la semaine, les marshals fédéraux avaient retrouvé 4 des femmes nommées dans le registre de Crenshaw. Vivantes, dispersées sur 3 territoires. Certaines avaient été données pour mortes. Aucune n'avait été oubliée. La mine Silver Lady ferma ses portes en attendant l'enquête. La moitié de la ville perdit son emploi. Certains blâmèrent en Clara. La plupart ne le firent pas. Parce que quand on voit un homme se faire emmener menotté et qu'on entend la liste des choses qu'il a faites, il devient difficile de continuer à appeler la femme qui l'a arrêté une malédiction. Clara Whitmore ne quitta pas Copper Bend. Elle installa un petit cabinet dans l'arrière-salle de la cabane de l'ail. Des herbes sur le rebord de la fenêtre. Les instruments de son père disposés sur un tissu propre. La boussole en laiton sur l'étagère au-dessus de la porte, pointant vers le nord. Toujours vers le nord, comme son père lui avait appris à s'orienter, peu importe à quel point elle se sentait perdue. Les gens vinrent lentement au début. Un mineur avec une toux qui l'ignorait. La femme d'un fermier avec une brûlure qui ne guérissait pas. Puis plus, puis régulièrement, puis avec gratitude au lieu de suspicion. Tom Birch devint son premier patient officiel. De mauvais genoux. Elle lui prépara une tisane d'écorce de sol et de griffes du diable qui le fit marcher plus facilement en une semaine. Il le raconta à tout le monde, fort, à plusieurs reprises, qu'il veuille l'entendre ou non. Annie devint l'ombre de Clara, la suivait partout, apprenait le nom des herbes, triait les graines par couleur, posait 100 questions par jour auxquelles Clara répondait avec une patience qui la surprenait d'elle-même. Ruth Dawson arriva en septembre. Veuve, 2 enfants, nulle part où aller. Clara l'accueillit à la barrière et la fit entrer sans un mot. Ely ouvrit le grenier de la grange. Comme avant, de la place pour ceux qui en ont besoin. En octobre, le ranch avait un jardin. En novembre, un nouveau puits. En décembre, une enseigne au-dessus de la barrière que Tom Birch forgea lui-même avec du fer de mine récupéré. Ranch Whitmore. Eli n'avait pas demandé le changement de nom. Pas eu besoin. C'était juste, et les choses justes n'ont pas besoin de permission.
Un soir de fin d'automne, Eli et Clara étaient assis sur le porche. L'air s'était enfin rafraîchi. Le premier gel arrivait, les étoiles assez denses pour s'y noyer. Ellie, dit Clara. Oui, je veux te montrer quelque chose. Au lieu d'entrer, il revint avec le sac à grains, celui qu'il lui avait enlevé de la tête le premier jour. Elle l'avait gardé, plié au fond d'un tiroir. Pas comme un souvenir, comme un rappel. Elle se dirigea vers le poteau de clôture où Ellie l'avait trouvé, resta là un moment, tenant le sac à deux mains. Puis elle l'accrocha au poteau et recula. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Eli. Je le laisse partir. Le vent se leva, un vent du désert, encore chaud de la journée, transportant de la poussière, ou de la sauge et l'odeur du lointain. Il attrapa le sac, tira dessus, le souleva du poteau et l'emporta à travers le pâturage, roulant, rapetissant, disparaissant dans l'obscurité. Clara le regarda partir, ne le poursuivit pas, ne pleura pas, respira simplement. Ellie s'approcha d'elle, se tint près, sans la toucher. Juste là. Ça va? Demanda-t-il. Mieux que ça, elle se tourna vers lui. Mon père disait que la mesure d'une vie n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites après. Un homme intelligent, le plus intelligent. Clara prit sa main, entrelaça ses doigts dans les siens. Des mains rugueuses, des mains qui avaient travaillé, combattu, guéri et tenu bon quand tout disait de lâcher prise. J'ai fini de survivre, Hélas. Je veux vivre. Il lui serra la main. Alors vis. Et elle vécut. Pas bruyamment, pas en grand, pas avec des discours ou des monuments. Ni avec le genre d'histoire qu'on raconte dans les saloons par des hommes à la laine de whisky et à la mémoire courte. Outre, elle vécut comme le font les gens les plus forts. Silencieusement, obstinément, les mains dans la terre et le cœur ouvert. Et sa porte ne fut plus jamais verrouillée de l'extérieur. Et Elijah Rawlings, l'homme qui n'avait pas touché une autre personne depuis 3 ans, se tint à ses côtés chaque jour. Pas devant elle, pas derrière elle, à côté d'elle. Comme ça aurait toujours dû être. Parce qu'ici, dans l'Ouest, le désert prend tout ce qu'il peut. La chaleur, la poussière, la solitude. Il vous dépouille jusqu'à l'os et au courage. Et jusqu'aux morceaux tenaces de votre âme qui refuse d'abandonner. Mais de temps en temps, il rend quelque chose. Et ce qu'il a donné à Eli Rawlings et Clara Whitmore, c'est la seule chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer. Une seconde chance. Et ils ne l'ont pas gaspillée.